Bonjour tout le monde et bienvenue sur Travail sur soi. Aujourd'hui, je reçois Mika et c'est moi qui vais te poser les questions aujourd'hui. Ouais, On a fait ça la semaine dernière avec moi et je suis très contente d'être ici. Donc, pour ceux qui nous écoutent, prenez le temps de vous installer. On va un peu découvrir le parcours de Mika, son parcours d'entrepreneur et comment il en est arrivé là. On va en apprendre plus sur lui, sur ce qu'il fait aujourd'hui et sur ses aspirations par rapport au futur. Ça va, Mika? exactement. Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va super. Donc déjà, juste, si tu peux, pour les auditeurs et les auditrices, te présenter et dire ce que tu fais aujourd'hui et c'est quoi ton métier en fait, qu'est-ce que tu proposes et où t'en es. Ouais, et ben donc moi, comme tu l'as dit, donc c'est Mika. Je suis entrepreneur depuis presque 4 ans maintenant. Je suis passé par différentes étapes, on pourra revenir dessus. Mais en gros, aujourd'hui, moi, j'ai un programme d'accompagnement pour les personnes neuroatypiques, donc TDAH, HPI, pour les aider à mieux s'organiser. Donc, sur tout ce qui est gestion du temps, gestion des tâches. Donc mon accompagnement, c'est un suivi individuel avec un aspect communauté, avec des lives de groupe. Donc c'est tout un écosystème qui est en place. Et ça, je le fais depuis 1 an et demi maintenant. Essentiellement, moi, je suis présent sur LinkedIn. Et voilà, ça c'est la présentation courte, on va Ok. dire. Ok. Et ton parcours jusqu'à l'entrepreneuriat en fait, parce que nous on s'est rencontrés donc au forum TDAH et puis on a partagé un peu nos expériences. Donc t'es pas arrivé directement entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat? Quelle réalisation t'as eu en fait qui t'a fait dire je suis fait pour ça? Hmm. Moi, je suis arrivé dans l'entrepreneuriat un petit peu sur le tard, enfin sur le tard entre guillemets. Moi, j'ai commencé je devais avoir 25 ans dans ces eaux-là. C'était à la fin de mes études. En fait, j'ai commencé en chevauchant mes études et l'entrepreneuriat. Mais moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire de ma vie, en fait, à la base. Le seul truc que je savais, je me souviens au collège, que quand on me posait la question, je me disais, je sais pas, mais je veux avoir mon truc à moi. Et j'avais aucune idée de ce que ça impliquait, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, parce que j'avais personne autour de moi qui avait ça, qui avait son truc à lui. C'était plutôt des parcours classiques, soit salariés ou soit dans des métiers style avocat, des choses comme ça. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai recherché consciemment. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment regardé des ressources quand j'étais jeune sur l'entrepreneuriat, sur le business. C'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait, quelque chose qui m'attirait. Moi, j'étais plus attiré vers tout ce qui était justement connaissances, études. Moi, mon parcours dans ma vingtaine, c'est vraiment un parcours universitaire essentiellement où j'ai commencé. Moi, j'ai fait un parcours économique à la base, j'avais fait une prépa, puis j'ai changé pour aller en droit, puis j'ai changé pour aller faire une double licence philosophie-psychologie, puis je suis passé par la médecine, puis je suis retourné en philo. Enfin bref, beaucoup d'errances, beaucoup de choses que j'ai pu tester. Un manque aussi de persévérance et pas mal de difficultés aussi dans mes études qui sont liées, et je l'ai compris après coup, avec le TDAH aussi. Les cours en amphi, c'était une tannée, réviser les partiels à l'avance, c'était terrible, mais vraiment des souvenirs terribles, alors que ça m'intéressait. Alors Ouais. que ça m'intéressait. Et au bout d'un moment, c'était donc à la fin de mes études, donc pendant mon master de philo, c'était en 2020-2021, donc en plein Covid. Et moi, je me suis dit, ouais, enfin, je me projette pas du tout dans les débouchés qu'on me propose. Enfin, moi, je veux pas devenir prof, clairement pas. Euh, J'avais ma copine, qui est ma fiancée maintenant, qui bossait dans un taf, mais pareil, s'épanouissait pas du tout. Et on s'est dit, viens, on lance un truc. Et c'est là qu'on s'est lancé, en parallèle de mes études et elle en parallèle de son job, dans une agence de marketing digital, tout simplement. Parce qu'elle, elle bossait dans ce domaine. Elle gère un petit peu la partie design. Moi qui avais fait mes études, notamment dans des sciences humaines, etc., il y avait un truc que je savais faire, c'était écrire. Donc je me suis dit, bah, tu gères le design, je gère l'écriture, on mélange les deux, ça permet de faire quelque chose. Et on tente, on se lance, on y va au bluff. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le bain de l'entrepreneuriat sans vraiment me poser de questions, en fait. Ok. Et juste pour revenir à tes études, parce que ça c'est intéressant. euh, en fait, il y a souvent deux profils qu'on voit dans le TDAH. C'est qu'il y a des gens où tout de suite ils ont des difficultés d'apprentissage et tout, donc les études c'est quelque chose qui s'arrête brutalement, bah tu vois après le lycée typiquement, ou pas forcément des problèmes d'apprentissage, mais juste une incompréhension en fait de leurs difficultés à persévérer, comme tu disais, leurs difficultés à rester concentrés, et puis beaucoup de questionnements par rapport à qu'est-ce que je vais faire. Et très souvent, ces gens s'arrêtent. Mais pour toi qui es allé plus loin dans les études à l'université, bah,
j'ai vu que tu avais plusieurs parcours. Tu es passé par la philo, par la psycho, par la médecine. En fait, comment justement tu as persévéré dans tu sais, dans ces changements de filière? Parce Hmm. que pour ma part, moi en fait, quand je suis arrivée après le bac, j'ai vu que je devais commencer à travailler et c'est ça qui m'a, enfin, j'avais jamais appris à réviser, à faire des fiches, tu vois tout ça et ça a été le point de non-retour, tu vois, où je me suis dit impossible, faut que je parte. Ouais. Bah, comment j'ai fait? C'est une bonne question parce qu'on n'est pas forcément conscient de ça à l'instant T, mais avec le recul maintenant, je me dis que moi j'ai eu la chance pendant toute ma scolarité d'avoir vraiment un cadre en fait, notamment avec les écoles dans lesquelles j'étais allé. Euh, C'était souvent enfin c'était que d'ailleurs des écoles privées assez strictes, donc il y avait une notion de cadre qui faisait que voilà, je pouvais pas trop sortir du chemin. En plus, j'avais quand même des facilités sur certains aspects. Donc j'avais des profs qui m'encourageaient, qui voyaient du potentiel. Donc moi j'avais aussi envie d'être à la hauteur de ça. J'avais mes parents, ma famille qui m'encourageaient beaucoup. Donc ça aussi, ça a créé un cadre et un environnement où ça crée des attentes. Alors d'un côté, ça peut être un petit peu compliqué à gérer parce qu'on est un peu tiraillé entre ces difficultés et ce qu'on attend de nous. Mais de l'autre, ça m'a aidé, voilà, à persévérer, faire le nécessaire. Alors au prix de pas mal d'anxiété et de déplaisir, disons, mais jusqu'au bac en tout cas j'étais vraiment sur voilà, sur les rails et je m'en suis sorti. Mais après, le passage au post-bac, quand j'étais en prépa, c'était un peu dans la continuité. Il y avait beaucoup de cadres, beaucoup d'exigences, donc ça allait. Mais je commençais aussi à développer, enfin, ma vie émotionnelle, mes relations, etc. C'était pas forcément super sain non plus, donc ça a foutu le dawa là-dedans, alors qu'avant c'était pas forcément le cas. Plus des hésitations, le fait de pas réussir à me projeter, donc de changer parfois impulsivement de parcours. Mais quand j'ai découvert l'université, par exemple, là c'était dur. Là Ouais. c'était dur de plus avoir de cadre, de devoir aller en amphi avec un prof qui avait pas du tout une relation proche avec soi, mais beaucoup plus, enfin beaucoup plus, comment dire, diluée quoi, avec beaucoup de personnes. Euh, et moi, la manière dont je m'en suis sorti, c'est que moi j'avais des techniques en fait pour comment je fais le minimum possible pour que ça passe. Et j'ai passé quasiment toutes mes études à optimiser les choses pour faire le minimum possible pour que ça passe. Exemple de ça, ma double licence philosophie-psychologie, qui est le plus long morceau d'études que j'ai tenu pendant 3 ans. Mes 3 années, je les ai eu au rattrapage. Je les ai eu au rattrapage. Pourquoi? Parce que quand on passait les partiels de philo, c'était des épreuves écrites, donc c'était des dissertations de 4 heures. Donc en fait, t'arrivais, t'avais un sujet, t'avais une feuille blanche, t'arrivais, il y avait écrit la liberté. T'as 4 heures. Donc je te laisse imaginer la difficulté de se poser, prendre le brouillon, le machin. Je me souviens des fois pendant 2 heures, je faisais rien. Et donc j'attendais qu'il reste plus que 2 heures. Déjà ça a levé le verrou dopaminergique et ça me permettait de faire le truc. Mais c'était une torture. Et donc ce que je faisais, c'est que je foirais en fait ces épreuves-là et je passais au rattrapage. Et au rattrapage, c'était des oraux. Et aux oraux, je m'en sortais vraiment bien, beaucoup mieux qu'à l'écrit. Et donc j'ai fait tous mes partiels au rattrapage pour avoir les oraux et ça m'a permis d'avoir de bien meilleures notes que si j'étais passé que aux écrits. Et ça a été ça toute ma scolarité. Idem en médecine. J'ai bossé, je pense, 3 fois moins que la plupart des gens qui sont en médecine. Mais moi, je me basais sur, ok, qu'est-ce que le prof attend de moi? C'est quoi les examens qui sont tombés? C'est quoi les notions qui sont importantes pour lui? Que je dégage celles qui sont pas importantes. Je choisis une matière que j'impasse totalement en me disant si j'ai 0 et là 16, et ben en fait ça me fait 8 et donc overall ça le fait. Et c'était que ça. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, j'avais pas envie juste de me contenter du minimum aussi. Et c'est ça qui a un petit peu changé, je pense. Je pense pendant le Covid, il s'est passé un truc où j'ai foiré donc le redoublement. Enfin, déjà, j'ai redoublé la première année de médecine. Ça a été un premier coup dur parce que j'étais pas loin. J'ai refait la deuxième année. Au premier semestre, j'ai fait encore plus nul que l'année d'avant et je me suis dit, bon, c'est bon, ça m'a gavé cette histoire. J'ai totalement arrêté. J'ai pris une sorte de semestre sabbatique. Et je sais pas, là, j'ai un peu renoué avec qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, les notions qui m'intéressent, donc de la psycho, de la philo. J'ai pris le temps pour moi. En plus, c'était le Covid, c'était le confinement, et j'ai vécu la meilleure période de ma vie à ce moment-là parce que moi, j'étais vraiment dans ce contexte bien particulier où j'avais aucun impératif. Donc, j'ai eu du temps pour moi, j'ai pu squatter chez moi. Plus, j'avais déménagé à cette époque-là, donc mon appart était bien. Enfin, et là, je me suis dit, bon, go essayer de faire quelque chose de sa vie. Donc, je me suis orienté en master de psycho à la base, qui m'ont refusé. Bah écoute, tant pis, ils veulent pas de moi, je ferai autrement. Je vais en philo, et là je me suis dit, vas-y, on va essayer d'être sérieux, etc. Donc j'ai vraiment réussi à bien performer, pour le coup, en philo.
Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'arrivais pas à me projeter et là je me suis orienté vers l'entrepreneuriat et pareil l'entrepreneuriat ça m'a vraiment mis une grosse motivation et là j'essayais de faire les choses bien. En plus c'était pas que moi vis-à-vis de moi mais il y avait aussi du coup des clients, des gens qui attendaient des choses et ça a un petit peu changé mon mindset par rapport à tout ça. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que déjà, quand tu expliques ton parcours, on voit le TDAH gros comme, comme un point sur le nez, en fait. Mhm. Tu vois, avec le recul, on se dit, mais putain, ouais, c'est ça. Et puis, cette notion de cadre, qui est super importante, je le répète tout le temps aux gens, le cadre, et surtout pour les enfants, tu vois, c'est hyper nécessaire parce que ça leur donne ça leur donne un chemin, ça leur donne le fil rouge, en fait, que ce soit de leur journée ou de leur parcours scolaire. Et c'est super important en plus du soutien familial. Donc ça me permet de mieux comprendre. Mais le cadre, quand on est entrepreneur et que bah on est adulte et qu'on doit, tu vois, prendre les choses en main, ça peut être compliqué pour beaucoup. Donc comment t'as fait pour retrouver ce cadre une fois que tu t'es lancé dans ta première entreprise, dans ton premier projet entrepreneurial, et ensuite on parlera plus de ce premier projet entrepreneurial en détail. Mais comment tu t'es fixé un cadre pour pouvoir ben ne pas tout faire à la dernière minute, ne pas ben tu sais il y a cette notion un peu d'auto-sabotage où quand on voit qu'on perd un peu pied, ben allez on se dit bon, je laisse tomber, de toute façon, c'est pas pour moi et on s'auto vraiment sabote et puis on laisse de côté alors qu'il y a un Mm. vrai potentiel, que ce soit pour les clients, pour les revenus, pour l'entreprise sur le moyen long terme. Donc, Mm. comment tu t'es fixé ce cadre? Ouais. Ça c'est une bonne question parce que ça rejoint vraiment comment ce premier projet il s'est déroulé. Déjà donc là on est en 2021, on est en plein Covid. Moi, la première chose au niveau du cadre qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai pas entrepris seul. J'ai entrepris avec ma copine. Donc déjà, le fait d'être à deux change énormément de choses par rapport au fait de se lancer seul. Et je le vois par exemple aujourd'hui avec la notion de télétravail. Moi, je bosse de chez moi, mais en fait, je bosse pas seul de chez moi. C'est-à-dire que ma copine aussi, elle est en télétravail. Donc en fait, on est dans une sorte de coworking à deux et sa présence fait que je suis beaucoup plus productif quand elle est là que quand elle est en déplacement, par exemple. Mais vraiment, la différence, elle est titanesque. Genre, je fais des choses quand elle est pas là que je ferais jamais si elle était là. Genre, regarder la télé à 10 heures, des choses comme ça. Donc déjà, entreprendre à deux, c'est vraiment quelque chose qui m'a cadré. Je me souviens qu'au tout début, je me disais, mais jamais j'aurais pu me lancer si on n'était pas deux, en fait. Le fait d'être deux, c'est vraiment trop structurant pour moi. Mais bien sûr, au bout d'un moment, le cadre, il s'épuise un peu. C'est-à-dire qu'on s'habitue et puis on a besoin de nouveautés, on a besoin d'un nouveau cadre. Et moi, le cadre que j'ai réussi à trouver, je sais pas pourquoi j'étais autant attiré par ça, mais j'avais envie de bosser avec d'autres personnes. Donc j'avais envie de recruter des gens. Sauf qu'à l'époque où on s'était lancé, ben nous, on s'est pas du tout payé au début de notre activité. Euh, et donc on pouvait pas forcément recruter des gens seniors. On n'avait pas forcément l'idée de se dire on va prendre des freelances sur des projets. Moi je voulais des gens dans la boîte avec nous sur place. Et donc on a recherché des stagiaires, des alternants. En plus dans le cadre du Covid, il y avait des aides pour recruter, donc on était vraiment encouragés à ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté des gens. J'ai recruté un premier stagiaire, puis j'ai recruté des alternants, et puis je me suis créé un petit peu une masse salariale comme ça. Et ça m'a aidé aussi à me cadrer. Alors à quel prix, on pourra revenir dessus. Mais c'est un petit peu comme ça que spontanément, je me suis forcé à me rendre responsable vis-à-vis d'autres personnes, en fait, pour avancer. Ouais. Mm. Ok, ok. Et donc, ce premier projet, c'était quoi? Tu peux nous expliquer un peu plus ce Mhm. que tu as commencé avec ta copine et puis qui est ta fiancée maintenant d'ailleurs. Et puis, je voudrais rebondir après sur le couple dans l'entrepreneuriat et surtout avec un TDAH. Parce que ça, c'est Mhm. des sujets qui sont hyper importants. J'ai travaillé avec mon mari et j'aimerais bien avoir, et je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de gens à avoir ton expérience sur le sujet. Donc, Mhm. vous avez fait quoi au début? C'était quoi comme projet? Ouais. Donc nous, à la base, le projet, il était simple, c'était de la création de sites web. Parce que ma fiancée bossait dans une boîte qui faisait du e-commerce, donc elle avait ces compétences-là et elle connaissait des gens qui bossaient là-dedans. Et vu qu'on était en contexte Covid, il y avait un enjeu pour tout ce qui était artisans, commerçants locaux de se digitaliser. Donc on s'est dit, bon bah cool, il y a peut-être un truc à faire. Et on a vraiment fait pour le coup la chose à faire
dans ce contexte entrepreneurial-là. Et vraiment, avec le recul, je me dis que c'était vraiment, encore aujourd'hui, c'est ce que je conseillerais de faire aux gens. C'est, on a pris nos sacs, on a pris des feuilles avec des questionnaires, on est allé en ville, on a tapé à des portes et on a dit bonjour, on a des questions à vous poser. On a posé des questions aux gens pour savoir s'ils avaient des besoins ou pas sur ces sujets-là. Et vraiment, c'était très stressant de faire ça. C'était pas du tout agréable de se dire on va aller en ville, on va parler à des inconnus, on va se faire recaler. Enfin, mais on l'a fait et on l'a fait plusieurs jours à Nice. Du coup, moi je suis dans le sud, à Nice, à Antibes, enfin dans tous les centres-villes des villes alentours. Donc on s'est fait un. Déjà, on a récolté pas mal d'informations là-dessus qui ont confirmé certaines des hypothèses et qui en ont infirmé d'autres. Et ce qui est marrant, par exemple, c'est que la deuxième personne que moi je suis allé voir dans le cadre de ces questionnaires-là est devenue notre premier client. Une imprimerie, une vieille imprimerie dans le Vieux-Nice, qui est devenu client parce qu'on a noué du lien, parce qu'il s'entendait bien avec moi, parce que lui, il avait d'autres prestataires en cours, mais ça avançait pas. Et il a choisi moi parce que même si j'étais plus cher, genre significativement plus cher, ben, le feeling passait et il était chaud. Et donc, c'est comme ça un petit peu que le business s'est lancé au bluff, quoi. Mhm. En plus, en mode couple, etc. Il y a un aspect qui passe aussi bien, ça c'est complémentaire, c'est friendly, donc ça s'est lancé comme ça. Donc à la base, c'était vraiment du site web, de la création de posts sur les réseaux sociaux aussi, enfin de la création de réseaux sociaux. À un moment donné, j'ai voulu tenter de la publicité en ligne, mais ça nécessite quand même d'être plus compétent que ce que je pensais qu'il fallait être pour faire ça, donc j'ai vite abandonné. Et après, on s'est vraiment focalisé sur les sites web, sites vitrines, sites e-commerce. Donc vraiment, pendant la première année d'entrepreneuriat qu'on a fait sur ce projet, c'était sur cet aspect agence web. Ça s'appelait les artisans digitaux, d'ailleurs. Je crois que ça existe, enfin, il y a toujours la fiche sur Google si vous cherchez. Et voilà, donc le projet, c'était vraiment simple, basique. On n'a pas réinventé la roue, mais ça fonctionnait et on a réussi à avoir des clients comme ça. On pourra dire donc du coup comment ça a évolué et pourquoi aujourd'hui je fais plus ça. Mais avant ça, sur la question entreprendre en couple, je trouve qu'elle est intéressante parce que nous, on a commencé à entreprendre ensemble. Ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble, donc on se connaissait quand même un petit peu. Euh, je déconseille de faire ça avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Et encore, de toute façon, quand on se lance avec un associé, en vrai, dans le business, c'est le même principe et on n'est pas obligé de le connaître depuis 5 ans pour que ça marche. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça. Par contre, ça challenge beaucoup. Dans le sens où, avec l'entrepreneuriat, on en apprend beaucoup sur soi, on en apprend beaucoup sur soi, enfin, la manière qu'on a de relationner avec les autres aussi, de réagir en situation de stress, de prendre des décisions. Euh, Au début, en plus, les choses se font un peu de manière organique. Enfin, c'est un peu inconscient ce qui se passe. On est dans un flux et on contrôle pas. On apprend, c'est nouveau. On est jeune aussi. Enfin, j'ai en 4 ans, le cerveau attend de maturer aussi. Et moi, très vite, j'ai un peu pris le lead sur le projet, alors qu'à la base, c'était plus elle qui était censée l'avoir. Et au bout d'un moment, qui dit prendre le lead, dit prendre des décisions. Et je me suis rendu compte que des fois, je suis convaincu qu'une décision est la bonne, alors qu'en vrai, c'est vraiment une idée de merde. Ouais. Vraiment. Et ça, je l'ai appris à la dure, tu vois. Je l'ai vraiment appris à la dure. Ouais, ouais. Sauf que au début, tu prends une décision de merde. Bon, des fois, tu t'en rends même pas compte. Puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et au bout d'un moment, tu te retrouves au fil des mois à avoir une accumulation d'emmerdes qui sont le fruit de tes décisions, mais toi, t'es convaincu que tes décisions étaient bonnes, donc tu sais pas comment interpréter la chose. Et à un moment donné, ça pète. Ça Ouais, pète au niveau ben, déjà de la boîte en elle-même, parce que qui dit mauvaise décision dit mise en péril financière, et s'il n'y a pas de cash, il n'y a pas de boîte, c'est aussi bête et simple que ça. exactement. Plus derrière des enjeux relationnels, c'est-à-dire comment tu expliques que ça n'a pas fonctionné, tu peux mettre la faute sur l'autre, etc. Et à la fin de la boîte, donc un an plus tard, en 2022, ça a créé aussi des grosses difficultés, nous, en perso, en fait. Où Ouais, vraiment c'est parti loin, on a réussi à s'en sortir, mais ça a été vraiment, vraiment compliqué pour moi et pour nous. ouais. Donc on a beaucoup appris. Je referai la même chose avec si c'était à refaire, mais faut avoir les reins solides parce que pas tout le monde, je pense, peut survivre à ça, je pense. Ben déjà, la relation de couple en soi. Un couple qui travaille, je veux dire lambda, tu vois, qui n'a pas qui n'a pas cette notion entrepreneuriale, je veux dire. Tu pars au boulot le matin, ciao chérie, vous revenez le soir, vous faites vos choses. Déjà, ça en soi, de construire une vie comme ça, de couple, sereine et saine, c'est un challenge pour beaucoup de monde.
parce que bah, plus tu avances avec une personne et plus bah, tu apprends à la connaître, plus tes aspirations changent, plus tout ça. Donc et le couple aujourd'hui, c'est un vrai sujet, on le voit sur les réseaux sociaux. Mais dans l'entrepreneuriat, avec un TDAH, c'est c'est une bonne manière de tester son couple, j'ai l'impression, en soi. Non, mais ce que je veux Ah dire, non, mais c'est que clairement. c'est très difficile et il faut le dire. Alors ça, c'est bien parce que il y a toutes ces attaches, bah, on se connaît, on se comprend. Il n'y a pas aussi toutes les difficultés, tu sais, du début. Il y en a qui passent des heures quand ils s'associent. Ouais, qui prend quoi, comment on fait, les parts, les ça, les ci. C'est vrai que dans le couple, il y a ce truc naturel qui vient où le but premier, c'est de construire quelque chose ensemble, tu vois. Mm. Et bah, la facilité, comme tu dis, de connaître la personne. Mais c'est très, il y a beaucoup de challenges, que ce soit dans le business, mais aussi après dans la relation, parce que je sais pas si tu as eu ça, mais le fait de toujours parler de ça, en fait, c'est toujours présent. Mm. Le projet est toujours présent, la boîte est toujours présente. Alors que peut-être avant, si vous sortiez au resto et tout, vous alliez parler d'autre chose. Mais là, même si vous essayez de parler d'autre chose, il y a toujours ce sujet qui revient et Mm. ça peut créer des tensions. Mais je trouve que quand on traverse ces challenges et ces tensions, bah, ça renforce et ça nous permet aussi de mieux connaître la personne et de savoir en réalité, tu sais, tu disais que tu avais pris le lead. Ben, si maintenant tu devais le refaire, tu sais que tu pourras demander ça ou ça à ta fiancée, mais plus pas certaines choses parce que tu sais qu'en fait c'est pas fait pour elle ou que et Mm. ça c'est super intéressant Mm. comme Bah, on apprend vraiment à se connaître en fait dans ce contexte-là et c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de parler que boulot. Parce que notre voisin, qui est beaucoup plus âgé que nous a aussi parlé du même risque. Il avait entrepris aussi avec son ex-femme à l'époque, et c'était un des trucs qui les a menés à leur perte, entre guillemets. Mais nous, encore aujourd'hui, on parle énormément de projets, en fait, de nos projets, des boîtes dans lesquelles on bosse, etc. Donc, nous, on essaye d'avoir conscience de ça et d'essayer de se dire, des fois, on n'en parle pas, par exemple le week-end ou le dimanche ou des choses comme ça, on se dit là, on parle pas boulot. Mais c'est vraiment difficile parce qu'on est tous les deux passionnés par ça. Alors d'un côté, c'est bien parce que ça crée pas de décalage, c'est pas comme si on avait un qui barbait l'autre avec ses sujets et l'autre qui en avait rien à faire ou que ça l'emmerdait. Mais c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver. Nous, par exemple, bah là, le fait, ne serait-ce que d'avoir le projet de mariage, par exemple, bah, ça aide aussi à parler d'autres choses et à se focaliser sur un autre truc, même si moi, je reste quand même très focus sur la boîte parce que là, je suis en phase où j'aimerais bien stabiliser certaines choses. C'est pas encore comme j'aimerais que ce soit, donc ça me prend pas mal de bandes passantes, ce qui est normal, je pense. Alors, on c'est va vrai en que je le prends parler au plus sérieux, tard. c'est cool. Ça, on va pouvoir en parler. Ouais. Mais en tout cas, ça nous a permis de beaucoup apprendre sur nous, surtout qu'à l'époque, on savait pas hein, cette histoire de TDAH, parce que ma fiancée est aussi diagnostiquée, mais ça a été bien plus tard, après justement cette période compliquée. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a trouvé un bon équilibre et ça s'est bien fini. Donc ça, c'est cool. Mais sur le coup, ça a quand même été une tempête, bonne Mais de tempête, toute mais... façon, de toute façon, moi, avec le temps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 10 ans de plus que Mika, donc j'ai plus d'expérience, hein, faut le dire. Non, c'est, c'est pas forcément vrai. Mais ce que je veux dire par rapport, en tout cas, au couple, et pour terminer là-dessus, c'est que en réalité, quand on a deux entrepreneurs dans la famille, ce qui est, je pense, le cas chez toi et chez moi, de toute façon, tu veux parler on a plein de choses, on a trois enfants, ils vont à l'école. On parle de plein de choses, mais en réalité, le cœur de nos discussions, c'est notre évolution dans notre business, qui est en même temps l'évolution de notre famille, de nos projets qu'on a ensemble pour le futur. Donc, en réalité, tout est lié. Donc oui, on n'en parle pas le dimanche, on n'en parle pas le week-end. Le sujet, il revient parce qu'on est passionné, tu vois. Moi, je suis passionnée par ce que je suis en train de faire. Je suis passionnée par, tu vois, j'ai parlé hier toute la soirée de notre podcast avec mon mari parce que c'est des choses qui me passionnent. Je vois pas pourquoi je devrais, en fait, bah, me retenir de parler de ça si c'est vraiment ça qui est intéressant. Et comme la personne en face de moi, c'est un entrepreneur qui lui aussi a des super projets, fait plein de choses. Bon bah autant parler d'un truc qui nous intéresse. Ce qu'il y Ouais, a, c'est qu'on laisse pas passer d'autres sujets importants sous le tapis, tu vois. On a quand même une famille avec c'est trois ça. enfants, donc
Mm. Le cadre, on l'a trouvé et en réalité, euh, bah, on s'est rendu compte que c'était complètement naturel de parler de ça. Et puis voilà, on se prend plus trop la tête avec ça. Mm. Mais je pense que ça devient difficile quand il y a des tensions par rapport au boulot, tu Mm. vois, à l'entreprise, et qu'on doit parler de ces tensions ou de ces problématiques. On a l'impression que voilà, c'est des discussions inconfortables et qui vont prendre beaucoup d'espace mental. On a l'impression qu'on parle Mm. que de ça. Et donc, comment Mais ça il y a s'est aussi un terminé? autre risque. Pardon. Attends, pardon, je rebondis juste là-dessus, Ouais. parce que c'est intéressant ce que tu mentionnes, c'est que il y a aussi cet enjeu où parler de ça, c'est pas, il faut pas que ce soit une manière d'éviter les sujets compliqués. Parce qu'on peut aussi parler que de boulot parce que on n'a pas envie de parler d'autre chose, ou qu'on a envie d'éviter de parler d'autre chose qui fâche. C'est aussi de trouver ce bon équilibre-là et de se dire que ça sert aussi la famille. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi et je sais que c'est important pour toi aussi, c'est que moi, je fais pas ça pour le plaisir de m'occuper. C'est oui, je prends un plaisir intrinsèque à la tâche, mais c'est aussi que je bâtis des fondations pour ma famille, pour quand on aura des enfants, pour pouvoir vivre dans un cadre où j'ai envie de vivre, pour pas vivre les difficultés que moi j'ai pu avoir petit à cause de X ou Y raison. Et puis même, même par rapport au TDAH, enfin, il y a eu quand même des études qui montrent que les symptômes de TDAH sont largement moins pires en fonction du niveau socio-économique des parents. C'est horrible à dire, Mais mais oui. ça joue aussi, ne serait-ce que pouvoir faire appel à des professionnels sans avoir de sujet, de pouvoir avoir cette sérénité-là. Moi, je fais aussi en sorte de me simplifier la vie plus tard et de me dire, bah, je suis fier de ce que j'ai bâti, je suis fier de là où on va, et on n'a pas, on a en tout cas le minimum possible subi ce qui se passait. Et d'en parler ensemble et de dire c'est un projet commun et mon projet entrepreneurial et ton projet professionnel servent aussi ce projet commun qu'on a et cette vision, je pense que ça, c'est un petit peu sous-coté chez les gens. De se dire, en fait, on va où? On veut construire quoi ensemble, vraiment? Tu touches un point vraiment, vraiment super important. Et je rebondis là-dessus par rapport, tu sais, à la situation économique d'une famille ou d'un couple ou même d'une personne. Comment, dans la santé mentale, ça va avoir un impact dans la prise en charge, dans l'intensité des symptômes. Et ça, je le dis toujours, je déculpabilise énormément de parents qui sont dans une situation difficile économiquement, qui doivent bosser tous les deux qui entendent certains professionnels de santé ou des coachs ou quoi, qui te donnent des process ultra compliqués, ultra longs que tu dois faire quand tu rentres du boulot ou pour tes enfants et tout. Et t'as ces gens-là qui disent mais c'est juste et je les crois parce que c'est vrai. On reste dans un contexte économique qui est tendu, tu vois. Et c'est Mm. des gens qui sont là déjà qui, eux-mêmes ont un TDAH. Donc quand tu rentres de 8 heures de boulot, euh, au pire, tu détestes ton travail en plus. Enfin, quand je dis tu détestes, c'est pas, t'es pas super épanoui. Tu rentres, t'as tes gamins qui sont en décharge et t'es ric-rac. Et tu vois, ça va avoir un impact sur la prise en charge, sur les symptômes des parents, des enfants. Et c'est super important. C'est pour ça que au-delà juste d'avoir des symptômes, il faut se rappeler d'englober un tas de critères qui fait qu'une personne va mieux vivre son TDAH qu'une autre personne, qu'un enfant va mieux évoluer. Quand je dis mieux évoluer, euh, l'évolution, elle bouge. Hein. Après, on y arrive. Je suis pas née dans une famille riche, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir un confort mental et même si l'argent ça fait pas tout, mais d'avoir un confort mental qui te dit ouais ben je peux avoir accès à telle thérapie, je peux acheter telle et telle chose à mes enfants ou à moi pour me faciliter mon quotidien, je peux organiser mes horaires. Aujourd'hui, je sais que j'ai du boulot, mais je suis vraiment épuisée et j'en peux plus. Bah tant pis. Aujourd'hui, je fais rien et c'est quelque chose qui n'a pas de prix en fait et qu'il faut que les gens sachent Mm. c'est super important parce que je te dis ça parce que je parle souvent avec des psys, d'autres coachs, et quand je leur dis que l'environnement familial, la situation économique, c'est un des critères qui va avoir un impact sur l'atténuation des symptômes et la bonne évolution des personnes, et qu'on me dit non, c'est pas sûr, tu Mm. vois. Mm. Ouais, je suis pas trop d'accord. Moi, ça me fait bah, et ça m'irrisse le poil en fait parce que Mm. Mm. c'est quelque chose qui est réel. Et ouais, j'adore aussi ce que tu dis sur le fait qu'on travaille pour notre famille. C'est exactement la même chose ici. On travaille
pour la famille, en fait, pour le projet familial, pour que voilà, tout le monde soit bien c'est Mm. super intéressant. Par rapport à la communication, si tu devais donner un conseil aux gens qui nous écoutent, s'ils veulent travailler en couple ou lancer un projet dans l'entrepreneuriat avec leur conjoint, conjointe, moi je donne toujours le conseil sur la communication et aborder ces sujets inconfortables. Tu sais, moi j'adore maintenant. C'est mon challenge. Non, ça me va pas. Il faut qu'on en parle. Tu vois, Mm. vraiment d'aborder les sujets lourds quand il y en a. Et ça fait tellement du bien. Donc, c'est plus un problème pour moi d'aborder des sujets compliqués. Vraiment plus du tout. Mais l'aspect communication, de toute façon, il est central. Il fait pas tout, mais il permet de désamorcer en amont pas mal de problématiques. Et par exemple, tu parles de sujets lourds, mais en fait, plus on va communiquer, moins on va avoir des choses qui s'accumulent sous le tapis et qui à terme vont devenir des sujets lourds. Mais si dès qu'on a un truc qui nous saoule, on arrive à en parler et sans forcément chercher à parler dans la bienveillance absolue, machin, bien sûr qu'on va s'énerver, des fois on va dire un truc, on va peut-être mal parler, ça va peut-être mal interpréter, mais il y a un truc qu'un psychologue que j'aime beaucoup a dit, c'est que le problème c'est pas s'engueuler, enfin le problème c'est pas, enfin l'enjeu c'est pas d'éviter à tout prix de s'engueuler. L'enjeu c'est d'apprendre à se réconcilier intelligemment. Et donc de pas quand on s'engueule partir en eau de boudin pendant 4 jours à plus parler ou à être en froid. C'est ok, là il y a un sujet de discorde, on est énervé, ok, on souffle un peu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, aussi bien toi que moi? Et ça, c'est une vraie compétence à apprendre parce que euh, on en revient au sujet du TDAH, par exemple, quand on a ces enjeux de dysrégulation émotionnelle, de difficulté à gérer ces choses-là, à gérer la colère, l'énervement. Des fois, on a des trucs qui nous triggerent, qui déclenchent des émotions fortes, qui sont très dures à maîtriser. Bah, c'est un enjeu, en fait, d'apprendre ça, de pas mettre aussi toute la charge sur l'autre qui doit apprendre à gérer quelqu'un de colérique ou quoi, mais de trouver une manière de fonctionner ensemble qui soit optimal, qui soit agréable idéalement au quotidien, c'est quand même mieux, et qui permet à chacun de s'épanouir. Et je pense que le couple, c'est la première relation forte qu'on a dans sa vie. Et après, si on essaye de développer des projets, etc., on va nouer d'autres types de relations fortes avec d'autres personnes avec qui on travaille, mais les enjeux émotionnels, pour moi, sont tous les mêmes. Moi, je me rends compte que tout ce que j'apprends dans la relation avec ma copine, je l'apprends dans les relations avec les autres, en fait, parce que ça revient nécessairement. Et ça, je pense que euh, bien s'adapter aux autres, être à l'aise dans les relations interpersonnelles, moi, ça a été un gros sujet pendant très longtemps. Genre, j'ai vraiment eu beaucoup de mal pendant longtemps. J'ai dû apprendre les choses un peu de zéro, et ma fiancée m'a énormément aidé à ça. Et j'en suis vraiment reconnaissant à un point fou. Enfin, vraiment, faut me voir il y a 10 ans versus aujourd'hui. Je serais pas en train de faire un podcast là, croyez-moi. Euh, mais ça, et en termes de santé mentale, c'est super important parce que des fois, il y a énormément de problématiques qui sont juste liées au fait qu'on n'arrive pas à s'inclure avec les autres humains. Et du coup, on est dans un sac vicieux, on se replie sur soi-même, on se sent de moins en moins compris. Enfin, c'est vraiment la porte ouverte en fait à toutes les plus grosses pathologies mentales qu'on voit. C'est juste de se couper totalement des autres. C'est très grave en fait. Et c'est quelque chose qui se travaille, qu'on peut apprendre à travailler, qui est pas forcément confortable. On a peur que les gens nous jugent, on a peur vis-à-vis d'expériences passées qu'on a pu avoir. Mais ça, je pense que c'est vraiment un aspect qui permet d'éviter que les choses explosent. Et c'est quelque chose que je travaille moi vraiment Au au quotidien. quotidien parce que c'est pas simple pour moi en fait. Donc Ouais. c'est pour ça que d'autant plus, si je veux aller là où j'ai envie d'aller, je Mm. vais devoir passer par par cette phase-là. Et je reviens juste sur la notion du couple pour finir. Moi, je trouve ça triste que souvent les gens blaguent en disant ouais, le couple, ma femme elle me saoule, mon mec il me saoule, machin, tout le monde se plaint. Et moi, oui, ça peut être rigolo, mais en fait, moi, je trouve pas ça rigolo. Moi, je trouve ça trop triste parce que c'est la personne, je veux dire, tu te couches le soir avec, tu te lèves le matin avec. Enfin, si t'es pas heureux que la personne soit là, si tu passes pas des bons moments, des bonnes discussions, etc., c'est terrible. Il y avait un gars qui donnait un exemple, il bossait à l'hôpital, et il y avait une femme, donc une vieille dame avec un vieux monsieur qui était cancéreux en fin de vie. Et la dame lui coupait les ongles. Et en fait, elle faisait en sorte de lui couper les ongles tellement proches de la peau que ça lui faisait saigner les doigts
mais que lui pouvait pas réagir parce qu'il était quasiment totalement sédaté. Mais c'est horrible d'en arriver à un stade où on a envie de faire du mal à l'autre parce que toute sa vie, on a subi en fait une relation dans laquelle on n'était pas épanoui. Moi, c'est le truc que je veux éviter à tout prix. Enfin, moi, c'est mon cauchemar d'imaginer ça dans 20 ans où je me Mais sens pas c'est bien, pas à ma tellement, place, quoi. c'est, c'est tellement important ce que tu dis et on devrait faire un podcast sur le couple parce qu'il y a tellement de choses à dire Mm. ouais, non, non, c'est fou. Et oui, oui, en fait, tu sais, c'est devenu naturel hein, d'aller se plaindre. Ouais, mon mec, ouais, il me saoule. Et puis, il y en a qui vont vraiment dans des... Alors, m- m- vraiment juste pour la bienséance, les bonnes manières, ça se fait pas déjà. Tu vas te dire Mm. certaines choses que des gens disent et tu te dis, waouh, alors c'est drôle parce que, tu vois, les gens, ils le disent sur un ton, souvent c'est dans un contexte un peu... c'est un contexte qui est, tu vois, genre t'es au resto avec des copines, Mm. enfin, tu vois, donc on prend ça sur le ton de la blague, mais en réalité tout le monde y repense après à ce que cette personne elle a dit, putain, ce truc de ouf, enfin, bref, ouais, c'est super intéressant et oui, le but d'être en couple, c'est pas le bonheur absolu tous les jours, mais c'est d'être, que chacun soit épanoui, tu vois. Mm. Donc ça, c'est Ouais, d'être au super moins important. content, quoi, d'être là et que ça se passe Bah ouais, pas parfaitement, mais que ça se passe bien, quoi. Enfin, c'est quand même ouais, c'est ça. une grosse partie de sa vie, quoi. Et ouais, c'est ça. Et après, pour ceux qui veulent, il y a les enfants, quoi. Et là, tu vois le Ouais. fruit de ta communication, du travail que tu as fait sur ta, ta, ta gestion émotionnelle. Et pour revenir sur ça, parce que tu en parlais, le rapport aux autres, s'intégrer aux autres, aller communiquer avec les autres, gérer ses émotions, parce que franchement, faut en parler dans le TDAH, les émotions, c'est tellement central. Ça me tue que ça ne soit pas dans les critères de diagnostic aujourd'hui. Mm. Les émotions, c'est fou. Mais bah voilà, quand on est entrepreneur, on va devoir être confronté aux autres, confronté à leur regard, à leur non, des fois à leur jugement par rapport à notre activité, suivant qui on va voir, qu'est-ce qu'on demande. Et c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour nous parce que on a aussi cette difficulté avec le rejet, cette sensation Mm. d'être rejeté, alors qu'avec le temps, on sait que c'est pas du tout ça. Mais à ce niveau-là, toi, dans ta gestion émotionnelle, tu sais, quand tu vas chercher des clients, quand même des choses un peu qui t'énervent enfin, qui te mettent des challenges dans ton quotidien d'entrepreneur, comment tu as travaillé cette gestion émotionnelle? Comment aujourd'hui euh, tu peux dire que tu es par rapport à tes émotions? En fait, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que globalement tu gères bien tes émotions? C'est quelque chose que tu as appris à dompter et comment t'en es arrivé là en fait? Mm. Ben ça c'est une grosse question et je pense que je vais pouvoir faire le lien un petit peu avec la suite de l'aventure aussi pour illustrer un petit peu comment j'ai appris à gérer ça parce que moi je pars du principe que gérer ses émotions c'est un muscle. Ça s'entraîne, ça s'améliore, c'est pas figé, on part juste plus ou moins loin dans la sensibilité aux émotions, mais ça s'entraîne pour être dans un curseur qui est gérable au quotidien. Donc ça, c'est vraiment la vision un peu théorique de la chose et vers laquelle moi je tends. Sauf que moi, à la base, typiquement, cette première aventure entrepreneuriale que j'ai eue, quand j'avais par exemple une super bonne idée qui se révélait après coup être une idée de merde, mais quand elle arrive, l'émotion positive qu'elle me procure, elle est ultra forte. Donc elle va me pousser à l'action très vite. On est un peu dans l'euphorie, on passe à l'action, on décide, on y va. Euh, Quand la boîte c'est crash par exemple, enfin la boîte c'est pas un truc qui arrive, c'est une boîte elle se crache pas, c'est une décision de la faire crasher. Et moi c'est quand je me suis rendu compte que financièrement ça suivait plus du tout, que le fait d'avoir 4 alternances c'était pas du tout viable financièrement, que dans un mois on allait dans le mur, et que du coup bah, la décision rationnelle à prendre c'était il faut virer tout le monde. Euh, Terrible, terrible, terrible moment. Quand on a réalisé avec Michel, ma fiancée, qu'on s'est regardé, qu'on a dit putain mais en fait faut juste arrêter quoi, genre faut dégager tout le monde, c'est plus possible. C'était horrible de se dire, en plus c'est des personnes, on les a pas recrutées comme ça, on a trouvé vraiment des talents, des gens qui étaient motivés, des gens qui, enfin ils étaient super quoi, notre équipe
rien à dire, et on va dire, bah non les gars, c'est fini alors qu'on vous a vendu le projet, vous auriez pu aller dans une autre alternance, vous avez fait le pari avec nous. Terrible. Et là, l'émotion négative, mais plus, on aurait pu faire. Et je pense que ça faisait déjà 2 mois qu'on évitait le sujet, jusqu'au moment où on était vraiment pied au mur. Mais je pense qu'à 2 mois après, on aurait peut-être pu sauver les meubles. Et là, émotion négative, plus. Alors quand la boîte s'est arrêtée, que je me suis rendu compte après coup que, bah, en fait, j'avais pas du tout plié le game et que c'était pas du tout là où j'aurais aimé que ça soit. Bah pareil, émotion négative genre vraiment dur, gros down, des semaines pour en sortir. Et ça a été vraiment un processus où derrière j'ai essayé de me relancer, par exemple de poster sur LinkedIn, impossible de poster sur LinkedIn, peur du regard des autres, enfin j'étais paralysé par tout. Et long story short, après ça, ben, j'ai essayé de persister pendant quelques mois, j'ai eu réussi à choper un client, mais bon c'est pas ça qui m'a fait vivre, donc j'ai trouvé il me fallait une entreprise, il me fallait un job en CDI. Ma fiancée a trouvé quelque chose, moi c'était un petit peu plus difficile, et donc la technique que j'ai trouvée, j'en reviens à mes astuces de base. Quel est le truc le plus simple que je peux faire pour trouver un job? Eh ben, je vais m'inscrire dans une alternance. Je vais demander à faire une passerelle en master 2 directement de marketing en disant les gars, ça fait 1 an et demi que j'entreprends là-dedans, je connais les sujets, mettez-moi en master 2 ou rien. Ils ont dit ok. J'ai trouvé une alternance, je coûtais pas cher pour la personne. J'ai trouvé un truc en full remote, le mec était à Paris, moi j'étais sur Nice, donc j'ai pu avoir le beurre, l'argent du beurre et tout ce que je voulais. Et même avec ça, avec ce job super, avec des tâches super, et ben c'était quand même dur pour moi émotionnellement. Par exemple, la relation de subordination avec un boss, pour moi, j'avais toujours des trucs dans ma tête qui me disaient ah oui, mais c'est peut-être pas assez bien, ou Ouais. peut-être qu'il veut te virer, peut-être que machin, enfin, constamment une sorte de culpabilité qui me Le faisait doute. procrastiner, du doute, euh, pareil, très dur. Et c'est quand ça s'est accumulé que ça m'a mené au diagnostic de TDAH, donc fin 2022, 1 an et demi après le début de l'expérience, 2 ans même. Et T'es là, fraîchement diagnostiqué en fait. moi, ça fait 2 ans, là, un peu plus de 2 ans que j'ai été Mhm. diagnostiqué. Donc, c'est pas si longtemps que ça, mais quand même. Et là, en fait, cet enjeu émotionnel, moi, je le régulais déjà d'une manière qui n'était pas forcément saine. C'était que moi, je consommais du cannabis assez régulièrement. Par assez régulièrement, c'était tous les jours. C'est un euphémisme. Et moi, le fait d'avoir été diagnostiqué TDAH et d'avoir obtenu le traitement m'a énormément aidé à gérer mon quotidien et donc avoir moins la compulsion le soir venu de consommer du cannabis pour souffler. Et j'ai réussi vraiment à arrêter pendant un long moment, puis à reprendre une consommation saine, entre guillemets, que je traque et que mon psychiatre suit avec moi, pour remettre aussi de l'équilibre là-dedans. Et donc plus le temps passait, plus j'ai réussi à mieux gérer mes émotions, à me sentir aussi plus confiant par rapport à ce que j'étais capable de faire, de produire, parce que la Ritaline, c'est quand même quelque chose qui aide aussi à améliorer ses capacités productives à la hauteur de ce qu'on a envie de faire. On est moins verrouillé ou bloqué par plein de choses. On sait aussi que ben, la Ritaline augmente la dopamine dans le cortex préfrontal et que le cortex préfrontal, ok, on le stimule, mais en fait, on stimule l'inhibition de tout ce qui est système émotionnel, etc. Donc, on est beaucoup plus maître de ce qui se passe. L'émotion arrive, mais on est davantage capable de la moduler. Alors, c'est, je pense qu'il y a des neurobiologistes qui diront oui, mais c'est plus compliqué que ça. Oui, je suis d'accord, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, même si pour d'autres personnes, ça peut être différent, mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et, euh, et après, ben, j'ai continué dans cette boîte, puis j'ai lancé mon propre projet, et c'était il y a maintenant presque 2 ans, où j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça m'a Magnifique. vraiment aidé à me stabiliser. Et là, aujourd'hui, par exemple, ben, ça fait 2 mois, ouais, ça va faire 2 mois que j'ai pas repris le traitement, que j'ai arrêté le traitement. Et en fait, je vois Magnifique. plus de différence notable entre quand je prenais le traitement avant et ce que je fais aujourd'hui. J'arrive à faire les tâches que j'ai à faire, à gérer mes émotions, même si c'est dur, parce que je pense que l'émotion désagréable est toujours désagréable. Enfin, ton cerveau te dit tu vas te faire attaquer par un ours. Bon, bah écoute, je vais me faire attaquer par un ours, mais j'arrive très vite à le gérer. Je me fais pas Ouais. envahir par l'émotion. Et, et putain, en plus, l'entrepreneuriat, enfin, ça, on peut en reparler, mais c'est pas simple tous les jours, quoi, hein. Là, par exemple, la période est assez rude, perso. Pff, Ouais, voilà, non, quoi. c'est. Faut avoir les reins solides, il faut garder la motivation, faut faire les choses, tu vas quand même au sport, tu souffles un peu, mais ça te challenge, tu vois, et ça continue de te challenger malgré tout. Donc, il n'y a pas un moment magique où ça devient facile. C'est juste que tu es de plus en plus à l'aise dans l'inconfort et toi, tu prends pas des décisions de merde par rapport à cet inconfort-là, en mode abandonné, en mode t'énerver contre les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Ouais, mais l'inconfort est toujours là, mais tu le gères plus sainement.
Oui, mais en fait, tu sais, moi, je me posais souvent la question de comment on arrive à des réflexions et des parcours comme tu es en train de nous expliquer le tien, où j'ai l'impression que on est conscient qu'on n'est pas la personne qu'on veut être. Alors souvent, après coup, quand l'émotion est passée, quand on va se coucher le soir et qu'on a eu une journée où on a été anxieux, stressé, qu'on s'est pris la tête avec notre mec, notre meuf, ou même des amis, ou de la famille, enfin, tu vois qu'en fait, cette sensation de frustration, tous ces mauvais sentiments, en fait, ils nous rappellent que, alors certes, après, quand on a le diagnostic TDAH, on se dit, bon, on commence à connecter les points, tu vois, mais on n'a pas envie d'être cette personne. Et on arrive beaucoup mieux à identifier qu'est-ce qui déclenche ces émotions, euh, euh, tu vois, tous les aspects négatifs. Et il y a quand même, je pense, il y a plein de solutions pour gérer ces émotions, mais il y a aussi cette envie d'être la personne qu'on veut être. Et dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important cette notion-là, parce que comme tu le dis, on est challengé. Là, c'est une période difficile, mais le fait d'avoir travaillé sur la gestion de ses émotions, la personne qu'on voulait être, on accepte en fait que les choses elles soient difficiles. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup de gens pensent que une fois les symptômes gérés, diminués, médication en place ou thérapie, qu'en fait tout va être calme et serein. En fait, ils cherchent un truc. Il y a une période où on cherche quelque chose qui n'existe pas, à savoir un quotidien sans embûches, avec toujours une motivation, arrêter de procrastiner. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais quand on a bien identifié ce qu'on voulait faire, euh, le chemin qu'on a envie de prendre, la vie qu'on avait envie de créer, qu'on arrive, tu vois, à avoir une vision de nous sur le long terme, eh bien, on accepte, comme tu dis, l'inconfort, on accepte les moments de down et on travaille pour prendre les meilleures décisions qui ne sont pas basées sur des émotions négatives ou de l'impulsivité, en fait. Mm. C'est important ce que tu dis là, hein, parce que moi j'ai étudié pendant longtemps la philo, et la question entre autres, une des questions qui me fascinait, c'était la question du bonheur. Et je me disais tout le temps, quand j'étais plus jeune, mais pourquoi je suis pas heureux? Comment je fais pour atteindre l'état où je suis heureux? Et en fait, on se rend compte avec le temps que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on atteint un état, mais on sera toujours poussé à l'état d'après et aller plus loin. Alors il y a des solutions pour éviter ça. Par exemple, le bouddhisme peut être une solution, l'extinction de tout désir. Moi perso, je suis pas encore à ce stade. Donc on verra peut-être quand j'aurai 50, 60 ans que je deviendrai gourou, why not? Mais en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses. Mais J'ai envie grave. de faire des choses. Et puis c'est marrant. C'est marrant de faire des choses. Je veux dire, c'est un peu comme c'est un peu comme un jeu. Sauf que quand on joue à un jeu, eh ben, on prend le risque. Enfin, si on joue vraiment au jeu, on essaie de gagner, et on prend aussi le risque de perdre. Et si à chaque fois qu'on perd, on retourne la table et on dit mais je jouerai plus jamais au jeu, machin, c'est pas forcément une manière super saine, non seulement soi-même de gérer ses émotions, mais aussi de gérer les autres joueurs autour de la table. Parce qu'ils vont dire non mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, pourquoi il veut plus jouer Moi je vois quand je joue un jeu de société, ça permet aussi vraiment de révéler les personnalités des gens. Ouais. Les gens qui sont mauvais perdants, les gens qui ragent vite, c'est pas que dans le jeu que ça se passe, c'est révélateur de quelque chose qui se passe plus largement. Et la résilience dont on parle tout le temps en psychologie, une bonne définition de la résilience, c'est apprendre à tomber et à se relever derrière. On peut aussi le définir comme la capacité à être bon perdant en fait. C'est Mm. la vie, elle te met un putain de coup de poing dans la gueule, mais vraiment des fois des coups de poing horribles, tu vois, genre tu peux perdre un proche, des choses comme ça, mais tu vas pas faire du boudin en disant ah mais en fait la vie c'est de la merde, machin, c'est genre ok, genre je digère le coup, ça fait mal et genre des fois il faut des semaines, des mois, des années pour se remettre du coup, mais on y retourne, on se dit bon bah ok j'ai perdu, mais on y retourne. De toute façon il n'y a pas d'alternative. Et si on va aller de manière un peu deep, moi j'aimais beaucoup la philosophie existentielle par exemple. Et parmi les existentialistes au XXe siècle, il y avait Camus, Albert Camus. Et Camus, dans un de ses livres, il commence le livre en disant la question centrale de la philosophie, c'est la question du trigger warning suicide. Pourquoi? Parce qu'en fait, si t'es en vie,
tu fais le choix de pas te suicider. Donc si tu fais le choix de pas te suicider, tu fais le choix d'être en vie. Et donc si tu fais le choix d'être en vie, assume le fait d'avoir choisi d'être en vie, parce que sinon tu vas juste être dans cet entre-deux de t'as pas envie de vivre, mais t'as pas envie de... Enfin, c'est trop bizarre. Et moi je me dis, bon bah quitte à être en vie, bon bah autant jouer le jeu, parce que dans tous les cas, t'as le choix entre guillemets. Mm. Et ça, c'est existentiellement, c'est très profond, ça peut être très dur à entendre, mais moi quand j'ai lu ce mec, je me suis dit, putain, il a quand même raison, tu vois, genre, go faire quelque chose, si, même si tout est absurde, même s'il n'y a pas de sens, bah en fait, si je suis en vie et que je choisis d'être en vie, et ben, que ce soit par lâcheté ou par courage, mais go faire des trucs. Et je trouve que aussi d'avoir une vision de la... Et en fait, je trouve que ça responsabilise aussi en disant, bon bah ok, j'ai cette vie, qu'est-ce que j'essaye, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, on va essayer de faire des trucs cool, ça peut être bien, des trucs cool pour soi, des trucs cool pour les autres aussi, ça peut être sympa. Puis on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de faire des trucs cool pour les autres pour derrière que ce soit cool pour soi. Parce que si ça va bien autour de soi, ben ça va bien pour soi. On est quand même des animaux sociaux, faut pas l'oublier. Mm. Même si des fois on aimerait bien que ce soit moins le cas. Et après on avance et puis pour revenir à l'entrepreneuriat, c'est aussi se rendre compte du jeu auquel on joue aujourd'hui. On est dans un monde, on est en 2025, dans un système particulier, on est dans un système capitaliste où il y a des lois économiques, des lois financières, des lois sociales, etc. Est-ce qu'on va passer notre vie à critiquer le jeu pour X ou Y raison, ou est-ce qu'on essaie de se dire, bon bah je vais apprendre les règles du jeu, et puis je vais essayer de faire en sorte que ce soit marrant de jouer au jeu, même s'il y a des règles un peu à la con. Bon ben tant pis, parce que ça, il vaut mieux jouer au jeu que ne pas jouer au jeu. Et moi pendant longtemps, pendant très longtemps, et je dis pas ça en mode j'ai tout compris, mais pendant longtemps j'ai refusé de jouer au jeu. Je veux dire, quand on fait en plus des études de philo, quand on est en fac de sciences humaines, on n'est pas forcément incité à jouer à ce jeu capitaliste-là. Mais on se rend compte aussi que oui, mais en fait, si t'as pas d'argent pour faire des trucs, t'es quand même dans la mouise, quoi. Sans blague. T'as beau dire ce que tu veux, c'est pas simple. Mais c'est dur, tu vois, ce rapport à l'argent aussi à travailler. Et de se dire qu'aujourd'hui, en 2025, il y a aussi le monde est plus complexe, beaucoup plus complexe qu'il y a 20 ans, mais il y a aussi beaucoup plus d'opportunités pour faire quelque chose en partant de zéro ou presque en fait. Toute l'information est disponible sur Internet gratuitement. On peut faire des choses, je veux dire, on poste sur des réseaux sociaux, ça coûte 0 € et ça permet de pouvoir toucher des tonnes de gens alors qu'avant il fallait payer un panneau publicitaire au bout sur l'autoroute, voilà. Et de se dire, bah, ok, quelles sont les opportunités à ma disposition, quelles sont les compétences que je dois apprendre pour avancer et peut-être essayer de designer une vie qui vaut la peine d'être vécue et qui en plus permet d'avoir du plaisir sur la route sans que le plaisir soit la finalité. C'est ça. Et ça, des fois aussi, on l'oublie de se dire, c'est pas parce qu'on n'est pas tout le temps heureux et extatique qu'il y a un problème. Des fois, c'est dur, mais ça fait partie du jeu. Et par exemple, le fait de faire du sport, moi, quand je vais à la musculation et que je soulève un poids, ben, ça fait mal, mais je vais pas me dire, ah non, mais ça fait mal, c'est pas normal. C'est non, c'est normal que ça fasse mal parce que c'est le signe que derrière, ça va régénérer Mm. plus grand que comme c'était à la base. Ben, c'est Ouais. pareil pour nous. Et je pense d'apprendre à accepter l'inconfort et de d'avoir un plan qui a du sens pour justifier de vivre cet inconfort, ça permet de pouvoir traverser à peu près tout Ouais. euh, en étant en plus bien entouré pour le faire. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, franchement, sur la notion de désir. Tu sais, tu parlais des moines bouddhistes qui Mm. avaient, enfin, qui ont aucune notion de désir justement pour pas être attaché au matériel. Et j'avais vu un médecin qui parlait par rapport à la procrastination, en fait, de réduire le désir que tu as par rapport à ton objectif, en fait, d'essayer de voir ça comme quelque chose de tranquille, tu vois. Et en réalité, quand tu vas réduire cette notion de désir, tu vas pas utiliser énormément d'énergie, de dopamine, ouais, d'énergie, quoi, et émotionnellement, tu vas pas être euh, ultra engagé, donc tu vas avancer beaucoup plus sereinement vers cet objectif. C'était pour le TDAH. Et puis, par rapport à l'inconfort et à tout ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je trouve, en fait, c'est des réflexions qui sont personnelles et les épreuves qu'on a eues sur notre passage nous poussent à ces réflexions. Mais après, je trouve que, Mm. et c'est encore très vrai dans l'entrepreneuriat, c'est que quand tu es face à des épreuves, soit tu pousses la réflexion plus loin et tu te demandes comment tu dois
agir, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça, ou soit bah tu vas de l'autre côté, victimisation, se trouver des excuses et puis remettre la faute sur le capitalisme, enfin sur la société dans laquelle on vit. Et Dieu sait que j'ai pas beaucoup d'amour en réalité pour ce système, mais qu'en réalité, voilà, il faut jouer le jeu. C'est la meilleure façon de sortir de ce Oui. système, en fait. Faut pas être ingrat aussi. Enfin, je veux dire, on est Et dans un la système gratitude. qu'on peut critiquer, mais on est là, on est au chaud, on est chez nous. Si tu tombes malade, il y a des médicaments, il y a des médecins, il y a des trucs. Enfin, faut aussi se rendre compte, il y a 300 ans, dans quelles conditions de vie l'individu lambda, et je me compte dedans, vivait, versus aujourd'hui, les conditions dans lesquelles l'individu lambda Non, mais t'as tout vit. dit. Et ça, on l'oublie. J'ai faim, je sors, je vais acheter un truc, même une baguette de pain, 1 euro, mais je meurs pas de faim. Et ça, c'est dur aussi à envisager. Et c'est normal. Quand on est dans le positif, on n'est pas censé voir le négatif qu'on n'a pas, mais il faut pas être ingrat aussi des bénéfices que le monde dans lequel on vit nous apporte. Mais la gratitude, elle a été prouvée scientifiquement, hein. Mm. Quand tu es entrepreneur, je pense que c'est une des clés aussi de ta réussite. C'est-à-dire que, tu sais, on est beaucoup baigné dans ce qu'on voit aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Tu sais, ces gens qui sont à Dubaï, qui sont sur le bateau, qui te disent, ouais, si tu veux faire ça et ça, tu vois. Mm. Et tu te dis, bah, si je suis ce gars, quand je ferai ça et ça, bah, j'aurai sa vie. Alors que il y a quand même plusieurs étapes Mm. plus ou moins longues dans le process. Et les gens, ils vont commencer à faire des trucs, ils vont faire une vente, deux ventes, puis ils vont être dépités en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas là Ouais. à se dire ouais, mais putain, c'est incroyable, je viens de commencer, j'ai fait une vente, j'ai fait, tu vois, et comme tu disais, après la gratitude, au-delà de ton activité, la gratitude du quotidien. Moi, je vois qu'en France, il y a énormément d'aide pour les entrepreneurs. Je sais que j'avais quelqu'un de ma famille qui avait pris tout son solde, chômage, ou je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais pour Ah oui. Mm. voilà, pour lancer son projet. Enfin, ici en Suisse, et pour moi c'est le plus beau pays du monde, c'est là où il fait mais il fait très bon vivre, mais il n'y a pas ça. Enfin, t'arrives au Mm. chômage, on te dit ouais là t'es dans une assurance, va vite trouver un job, on va pas te Ouais. lâcher, tu vois. Euh, Mm. et, et en fait, on a plein de choses à notre disposition qui nous permettent, qui nous donnent la chance d'avancer. Donc c'est vrai sur cette gratitude, c'est hyper important. Mm. Euh, et, euh, et tout ce que tu as dit avant, là, sur le bonheur, sur le désir, c'est super important et je pense que c'est vraiment essentiel à entendre, surtout quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et tu disais aussi autre chose, mais je m'en souviens plus, mais je vais essayer de revenir après. Ah oui, sur cette notion de bonheur qui t'a beaucoup Mm. travaillé, j'ai l'impression aussi que, et moi j'en parle tout le temps parce que c'est quelque chose que j'aime bien creuser, c'est cette addiction au chaos en fait. Mm. On a une addiction au chaos. Et quand on est dans un TDAH avec une personnalité très émotionnelle, des dérégulations d'énergie, de neurotransmetteurs, ben en fait, quand tout va bien, tu sais, quand tu arrives tu commences à coller les morceaux dans ta vie, à t'organiser et tout, ben, il y a un calme qui va venir s'installer. Ce Mm. calme, tu n'as pas l'habitude. Et donc, c'est presque chiant, entre guillemets. Tu te dis, mais putain, parce que tu as l'habitude qu'il y ait toujours quelque chose qui te court après, en fait. Quelque chose qui te Mm. pend au nez, quelque chose que tu as procrastiné, quelque chose que tu as oublié, tu vois, un courrier parce que t'as pas payé un truc, tu commences à te retrouver un peu dans des merdes et tout. Et donc, on est toujours dans ce chaos perpétuel. Et quand on commence à se poser des bonnes questions, à faire des introspections, à vouloir avancer dans un sens qui nous va, eh bien, on va mettre des choses en place qui vont atténuer ces choses-là, parce qu'on a envie d'être bien, on a envie d'être serein. Mm. Et d'où l'auto-sabotage, tu vois. D'où Mm. la recherche de conflits. Donc ça, c'est important aussi que les gens aient cette prise de conscience par rapport Mm. à ça. J'aime bien cette notion de chaos. Je rebondis là-dessus parce que euh, tu parles d'addiction au chaos, du coup, dans le contexte aussi du TDAH, où on aime comment dire, ça nous stimule, ça nous aide à passer à l'action, c'est ça que t'entends? C'est ça, et puis on a pris une habitude à vivre là-dedans, tu vois, dans la course en Mhm. fait. Ah, j'ai oublié Ouais, de faire ouais, c'est ça. vrai. Ah, faut que je fasse les courses. Ah, faut que j'annule ce rendez-vous. Ah, faut que je fasse ça. Mm, Oh putain, c'est quoi ce courrier? Oh putain, j'ai pas payé ça. Et puis il y a même des études, et après je te laisse continuer, mais enfin, des gens qui parlent, des médecins qui parlent que t'es en couple, c'est un peu calme là, un dimanche, tu vois ton mec, il fait ses petits trucs, toi
tu vas aller créer un conflit mm, tu- mm, pour, tu vois, t'avoir ce shoot de dopamine, tu vois. mm, Et ça, si on n'identifie pas ces déclencheurs, si on n'identifie pas ces patterns, c'est très difficile d'en sortir parce que c'est des habitudes qu'on a créées bah, depuis tout petit, en fait. mm. Ouais. Mais par rapport à ça, moi j'aime bien voir une manière de voir les choses par rapport à ce prisme du chaos. C'est de se dire qu'en fait, nous, en tant qu'humains, la question qu'on se pose tout le temps, c'est qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la prochaine action là que je dois faire? Là, par exemple, euh, enfin, c'est quoi la prochaine action que je dois faire? Et donc, soit on sait exactement ce qu'on doit faire, et donc, par exemple, t'as des gens qui vivent une vie où vraiment, sur les 10 prochaines années, limite, ils peuvent savoir exactement ce qu'ils doivent faire, et il y en a, ils sont en mode, je sais même pas ce que je fais dans 20 minutes, en fait. Je verrai l'envie, le truc qui vient, message de quelqu'un qu'on m'envoie. Et l'enjeu, c'est je pense dans la vie, c'est de trouver un équilibre entre le chaos et l'ordre, entre l'inconnu et le connu. Et que quand on est trop dans l'un, il faut revenir vers l'autre, mais que toujours on oscille des fois un petit peu entre deux extrêmes. Par exemple, moi, la manière que j'ai de gérer le chaos, c'est que j'ai pas mal d'outils, moi, qui m'aident à gérer mes tâches, gérer mon temps, à prévoir mes semaines, à ne pas oublier les choses. Je dois envoyer une facture, je dois faire des trucs. Moi, je sais que tout est noté, donc je suis parfaitement serein par rapport à ça. J'oublie rien. C'est écrit. Et des fois, j'oublie un truc, mais bon, il y a 1% de chance que de toute façon, il y a toujours des erreurs, donc ça, c'est pas grave. Mais le but, c'est que cet ordre, comment dire, que je me sente pas corseté dans cet ordre, mais que je puisse aussi aller vers du chaos. Et en fait, nous, on est toujours dans cette interface entre les deux, entre l'ordre et le chaos. Ça s'appelle l'exploration, en fait. Et on a besoin d'explorer en tant qu'humain, a fortiori les TDAH avec les hypothèses d'ailleurs qui ont été posées de chasseurs-cueilleurs, ceux qui vont plus explorer versus ceux qui restent plus dans leur cadre qu'ils connaissent, mais de savoir comment explorer sainement. On n'a pas envie d'aller explorer en faisant chier son mec pour rien. On peut aller explorer d'une manière plus saine des connaissances ou un projet ou se challenger, voilà, aller tester quelque chose. Enfin bref, tenter des trucs, aller vers de l'inconnu. Et ça, je pense que c'est aussi une compétence qui s'apprend d'arriver à gérer cet appétit de chaos et cet appétit d'ordre. Des fois, il y a des gens qui vivent dans un chaos complet et qui savent pas comment aller vers plus d'ordre, mais qui ont peur aussi en se disant, bah, si je vais vers plus d'ordre, bah, ça va aussi me bloquer, machin. Trouver cet équilibre-là, il n'est pas forcément simple et ça se répercute dans toutes les phases de sa vie. Si on revient par exemple sur le couple, on peut avoir peur aussi d'un couple routinier, plan-plan, où tout est prévu, où il n'y a aucun rebondissement, aucune surprise, versus un couple chaos où en fait on sait jamais ce qui se passe, il y a des engueulades qui pètent pour rien, mais des fois c'est juste confortable d'être dans quelque chose qu'on connaît. Et c'est de l'exploration d'aller parfois vers l'ordre, et c'est de l'exploration parfois d'aller dans le chaos. Et il y a des Parce gens qu'on, qui existent dans l'accompagnement pour t'aider aussi à naviguer en fait ouais, mais là-dedans. parce qu'on recherche toujours un équilibre parfait qui n'existe pas en réalité. Mm, Et le chaos, par exemple, c'est quelque chose qui est moins prédictible que, mm, que l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? mhm, C'est-à-dire que le mhm, chaos, il peut arriver à tout moment suivant quel événement va arriver dans ta vie, tu vois. mm, Donc c'est aussi très important de savoir naviguer dans le chaos, mais mm, toujours avec, avec conscience et c'est ce petit ordre qui reste mm. dans ta tête, Bah, de tu faire vois. attention aux décisions qu'on prend en fait dans C'est ce ça. contexte-là. Je reprends par exemple le contexte entrepreneurial. Moi aujourd'hui dans lequel je suis, moi aujourd'hui je rêve d'ordre. Genre je rêve de stabiliser les choses, d'avoir plus de prédictibilité, de voilà. Mais sauf que j'ai tout un panel de décisions face à moi. Je pourrais dire bon bah ok, j'arrête l'entrepreneuriat et je trouve un job. Je vais vers de l'ordre. Factuellement, ça fonctionne. Je pourrais me dire ok, j'essaye bon, après, il n'y en a pas 500 des solutions en fait. Et Oui. moi, la solution que je cherche, c'est ben, en fait, c'est mes réflexions du moment. Donc, j'ai pas encore la réponse, mais je suis en train d'y Mais, réfléchir. d'ailleurs, on parle du moment maintenant. Toi, là, donc, tu nous as expliqué ce que tu faisais, mais là, concrètement, t'en es où un peu? C'est quoi tes perspectives d'évolution? C'est quoi tes Mhm. plus grands questionnements dans ton activité et dans ce que tu veux faire plus tard? Où tu veux Mhm. mener, cette barque? Et ben moi, aujourd'hui, donc moi, ça va faire quasiment 2 ans que je fais cette activité, donc d'accompagnement pour les personnes neuroatypiques sur le versant orga perso. J'accompagne une majorité de personnes qui sont à leur compte, mais aussi quelques salariés. Donc là, aujourd'hui,
c'est en place. C'est-à-dire que j'ai une offre qui se vend, j'ai des gens qui me découvrent et qui prennent des rendez-vous avec moi. Donc la partie marketing, vente et delivery, ils sont en place. Moi, mon enjeu, c'est comment je crée plus de prédictibilité au niveau de l'acquisition de nouvelles personnes qui sont intéressées par l'accompagnement, Mm. euh, pour que ça dépende moins d'efforts constants que j'ai à faire. Par exemple, je sais pas moi, lancer un webinaire, faire des trucs comme ça. Euh, Là aujourd'hui, mon enjeu principal, il est double. Je dirais qu'il est au niveau de la delivery de mon accompagnement, c'est refondre un petit peu tous mes contenus de formation pour vraiment bien les pimper, faire un beau parcours qui peut se consommer en autonomie, qui soit rapide à voir aussi. Enfin, ça c'est vraiment mon projet là février. Et derrière, moi, mon enjeu, c'est que vu que là, j'ai l'impression que sur certains sujets, je tourne un peu en rond, il y a moyen que j'investisse moi dans un accompagnement, du coup, pour me faire un peu aider sur ce sujet-là. Donc les gens achètent des accompagnements quand ils vendent des accompagnements. Enfin, c'est normal en fait. On a besoin d'aide de personnes. L'enjeu, c'est juste trouver la bonne personne C'est ça. qu'on pense qui va nous comprendre et qui est la mieux placée pour nous aider. D'ailleurs, pour ça, nous aussi, qu'on crée ce podcast, c'est pour partager de l'information, mais aussi que les gens entrent. Enfin, ça permet. Là, ça fait quoi? Ça fait plus d'une heure qu'on enregistre. Enfin, Mm. là, vous avez vraiment. Enfin, c'est pas joué, c'est pas scripté, quoi. C'est vraiment nous qui parlons de ce qui nous intéresse, de ce qui nous plaît, de ce qu'on a appris. Et ça permet aux gens de se dire, bah non, en fait, Mika, je le déteste, c'est nul ce qu'il raconte, jamais je bosse avec. Ou, ah, Sena, c'est super intéressant ce qu'elle dit, je me reconnais grave, j'aurais trop envie de travailler avec elle un jour. Ça. Et c'est un petit peu ça l'idée. Donc là, je suis un petit peu dans ces réflexions-là. Et puis après, je me prends pas trop la tête, j'essaye aussi de pas être trop dans le futur et de me dire, bon, bah, ok, en fait, aujourd'hui, je fais ce que j'ai à faire, et puis on avance, et puis on panique pas parce que, quoi qu'il arrive, je vais pas me retrouver sous un pont, quoi. En tout cas, à court terme, peut-être à moyen terme, mais en tout cas, à court terme, ça devrait aller. Au Non, pire, mais, j'irai mais c'est squatter chez ça. Seina. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, tu vois, c'est d'avoir une vision du futur assez concrète quand même parce que c'est important d'avoir un coup d'avance sur Mm, nos actions, mais c'est aussi d'accepter que le parce que des fois le présent il est pas du tout en accord avec la vision qu'on a du mm, futur et ça c'est hyper déstabilisant. Et des mm, fois c'est juste aussi selon ton énergie. Je sais que chez les hommes, c'est différent juste au niveau hormonal, tu vois. Mais chez les femmes, tu vois, à certaines périodes d'un cycle, de plein de choses, juste ton état psychologique, des fois, il peut vraiment t'éloigner de mm, ta vision que tu as pour ton projet. Et je trouve que la force qu'on a, en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est de tout de suite identifier ça. Attends, la meuf, en mm, fait, c'est juste, t'es pas bien là-dedans. Va mm, faire une balade. Moi, je le fais tout le temps en fait. Je sors. mm, En plus là, comme il fait froid, tu vois, tu te prends du bon froid dans la tête. Et je mets un podcast un peu motivant ou des fois même rien. Juste je marche parce que je sais que je peux pas définir toute ma vision, toutes mes aspirations, toutes mes ambitions. Je ne peux pas venir les auto-saboter avec un état qui est sur l'instant. Donc mm. ça, c'est des choses qu'on doit savoir faire, mais et pour savoir faire, faut juste identifier, dire, mais attends, c'est pas la première fois que t'es comme ça, et puis 2 jours après, t'as la patate, tout va bien Hmm, et tout. non. Donc J'ai eu ça avant-hier. J'ai eu ça voilà. avant-hier, journée vraiment rude. J'avais envie de prendre des décisions un peu radicales et je me suis dit non mais en fait c'est juste là la journée qui est naze. C'est pas Voilà. ma vie qui est naze, même si j'ai l'impression que ma vie est naze, c'est juste là l'instant T. Demain ça va aller mieux et puis Parce qu'on j'enclenche la boucle, je vais cherche, promener le chien et voilà. voilà, on cherche un soulagement immédiat. Hmm, On n'arrive pas à visualiser le soulagement plus tard, tu vois. C'est pour ça que hmm, l'inconfort, il est difficile. Et puis ça, c'est très lié au TDAH, tu sais, avec notre dysfonctionnement exécutif, de planifier, de voir un peu le futur, tu vois. C'est hmm, des choses qui sont compliquées, mais c'est une capacité, je pense, qui est importante à développer parce que tout se développe hmm, hmm. comme Ouais. qualité, comme compétence dans l'entrepreneuriat, mais aussi des compétences personnelles, Hmm, que ce soit la gestion des émotions. C'est de se dire, attends, je sais que je suis impulsif, je sais que là je suis dans un état où, parce que les états, tu sais, psychologiques un peu d'anxiété et tout, ça peut aller très loin dans les ressentis que t'as. Vraiment, ta vie hmm, c'est de la hmm. merde, t'as l'impression, Ouais, et tu ouais. vas pas réussir. Et en fait, moi ça m'arrive de dire, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi pourquoi je me suis lancée là-dedans en fait? Tu vois, le truc Hmm, ça va très loin. Mais en fait, c'est non, ouais. c'est aujourd'hui, t'es pas fan. Et des fois, je fais complètement autre chose. Hmm.
Et en fait, Puis il pendant... faut être vigilant aussi à la durée à laquelle ça dure. C'est que Oui, si c'est un évidemment. jour, 2 jours de suite, voilà. Si Oui, ça fait bien un sûr. mois que tous les jours on se sent comme une grosse merde, bon, peut-être qu'il y a un sujet autre à creuser. Mais si c'est juste une journée, de faire attention à pas prendre de décision à la con, basée juste sur une mauvaise journée, en fait. Et c'est pour ça que c'est important aussi que de savoir, et ça j'aimerais que les auditrices et les auditeurs ils le comprennent, c'est que changer d'avis c'est quelque chose qui est normal en fait. Parce que tu sais, des fois tu penses que ouais, cette activité elle est faite pour toi, ça commence bien et tout, puis bah au bout de quelques temps t'es là, t'es pas bien, tu vois, parce que en fait ça te correspond pas, mais t'as pas envie de te l'avouer. T'as pas envie de dire ouais, là non, là ce que je fais, j'aime pas du tout. Alors au moins faire une pause pour savoir, comprendre et tout. Parce que comme tu dis, si t'es pas bien dans la durée, faut aller chercher pourquoi. Mm. Mais en réalité, si c'est vraiment lié à ton activité d'entrepreneur sur le moment, il faut changer. Mm. Et on en revient à si t'as décidé de vivre et que t'es là, bah fais quelque chose de cool, tu vois. Enfin, Mm. donne-toi les moyens de, enfin, pas donne-toi les moyens, mais dis-toi que si t'es là, c'est pour faire quelque chose qui va te plaire et qu'au fond, en réalité, c'est le but un peu de ta vie, de ton quotidien. Ouais, puis oser en fait. Oser, on apprend, on a souvent des bonnes surprises, on a plus souvent des bonnes surprises que des mauvaises surprises en osant, hein. Moi j'avais très peur d'oser pendant longtemps, et au final je me rends compte que déjà le scénario catastrophe qu'on s'imagine, il arrive quasiment jamais. Mm. Et en plus on apprend, ça crée des opportunités, ça crée des Mm. déclics, et Et c'est ça comme ça un petit peu marche. qu'on avance. Et ça marche. Et à un moment donné, ça marche. Et après, qu'est-ce que ça veut dire ça marche en fait? Parce que ça marche à un moment, ça pourrait pas marcher par la suite. Enfin, ça c'est juste le jeu en fait. Mm. C'est comme là, je pourrais sortir, je pourrais me prendre une voiture en prenant le scooter. Mais c'est le risque quoi. Je vais pas rester dans mon lit et jamais bouger parce qu'en fait, il pourrait se passer des choses. Ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est important d'arriver à, selon le stade où on en est aujourd'hui, d'arriver à chaque jour à prendre juste un tout petit risque, un truc qu'on n'aurait pas fait, de se dire ah ben tiens, je vais le faire. Et ça peut être vraiment tout petit. Par exemple, hier au sport, j'étais pas super motivé et j'avais envie de finir ma séance plus tôt, de pas faire mon cardio de la fin parce que ça me gaffe. Enfin, moi, je suis vraiment pas. J'ai hâte un jour peut-être de prendre du plaisir à faire du sport, mais en tout cas aujourd'hui, j'arrive pas. Je le fais parce qu'il faut le faire. Et j'écoutais pendant ce temps-là un podcast et le mec disait, moi de toute façon, je cherche à être un professionnel, donc je fais pas ce que j'aime, je fais ce qu'il faut faire. Et il m'a dit ça et je me suis dit putain, Mika, casse pas les couilles là. Là, tu vas aller au sport, tu vas te marier cet été, tu veux être bien, tu veux être en forme, tu veux être bah en fait fais ce qu'il faut faire en fait, on s'en fout de ce que tu as envie de faire là. Genre si tu as envie d'atteindre cet objectif là, fais ce qu'il faut faire ou alors cherche pas à atteindre cet objectif là mais sois honnête avec toi-même. Et ça m'a recentré et du coup j'ai fait mon truc jusqu'au bout et je me suis dit ben cool, je suis un gars qui arrive à faire le truc et à pas abandonner même si mon cerveau il me dit vraiment non mais frérot, fais pas ça, il y a aucun intérêt, c'est nul. Euh, et ça, mis bout à bout, ben, c'est plein de petites fiertés qui construisent aussi l'estime de soi. Et c'est des choses auxquelles on peut se référer quand on se sent vraiment nul. On se dit, bah non, en fait, je suis pas si nul que ça. Il y a plein de petits trucs que j'ai réussi à faire. Et donc, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas par la suite. C'est vrai, c'est drôle ce que tu dis parce que c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu es fier de toi? Ouais, franchement, je suis fier de moi. Alors, sauf quand je le suis pas. Mais globalement, ouais. Et quand je le suis pas, ben, les autres le sont pour moi. Notamment ma fiancée. Mm. Ou quand je suis en phase de down, ben, elle est là pour me soutenir et me tirer vers le haut. Et j'ai pas de moi, des fois, j'ai du mal à être vulnérable ou j'ai envie. Tu vois, pour le coup, moi, en tant que mec, j'ai aussi envie de, bah voilà, d'être là pour ma famille. Là, pour l'instant, c'est plus ma fiancée qui gagne mieux sa vie que moi. Bon, après, elle est commerciale, donc c'est de la triche, euh, mais voilà, tu vois, de se dire, bah voilà, là, en ce moment, c'est dur. J'ai pas envie. Bah non, bah en fait, ça va le faire. Regarde tout ce que t'as fait jusqu'aujourd'hui, c'était Mm. bien. Et puis, ah ouais, bon, c'est vrai, t'as raison. Et bam, on est rebousqué. Et on en revient encore à ce truc du couple qui est vraiment le truc fondamental, même quand on tombe au fond du trou, genre on n'est jamais seul. Et ça, c'est trop bien. Mm, mm, mm. De se dire, quoi qu'il arrive, t'es pas seul dans la mouise. Ouais. Euh, Mais pas que c'est matériellement, mais aussi émotionnellement, tu vois. Mais tu vois, avant qu'on enregistre ce podcast, je te parlais de mes doutes, un peu de mes peurs là du moment. Et j'en Mm. parlais ce matin à mon mari. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un qui dit, mais attends, c'est normal ce que tu ressens. Mais moi, de l'extérieur, je te dis ce que tu es en train de faire là, c'est un truc de fou. Continue. Si tu as des questions, je suis là. Si tu vois, il a un esprit analytique beaucoup plus analytique que le mien. Mm. Et donc, Mm. tu vois, des fois, en fait, il suffit juste que quelqu'un t'essouffle un peu sur la poussière pour te dire, mais non, regarde le chemin, là, c'est ça. Et
juste ça, ça fait du bien. Mm. Donc ouais, c'est hyper important. Ouais. Mais je trouve qu'on peut être très dur avec nous-mêmes par rapport à nos résultats, par rapport Mm. euh, euh, à ce qu'on fait. Et c'est important des fois de refaire le chemin pour voir là où on est aujourd'hui et se dire, ah ouais, quand même, Mm. c'est trop cool. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est pas simple, hein. Non, C'est, c'est enfin, pas c'est un ça. vrai, ça demande un vrai effort à faire, en fait. Et même moi, tu vois, tous ces exercices-là de gratitude, de ces choses-là, moi, quand je suis en down, j'ai tout sauf envie de le faire. Et j'ai mes petits réflexes pour, bah, alors maintenant, par exemple, je fume plus pour quand ça va pas, donc c'est déjà bien. Et du coup, il faut quand même trouver d'autres manières de faire. Donc ça peut être en parler, ça peut être juste aller faire une séance de sport. Alors j'attends encore de voir le déclic où je vais devenir addict au sport, mais voilà, ça c'est pas gagné. Mais vous verrez peut-être dans un an, je serai comme ça, à vendre des coachings fitness pour les TDAH. Mais bon, pour l'instant, c'est pas gagné. Pour Ouais. l'instant, c'est pas gagné. Mais et puis c'est aussi lié à où on veut aller en fait et l'importance de la vision. Et tu me posais tout à l'heure la question de la vision et je crois que j'avais pas totalement répondu. Mais moi, la vision que j'ai avec cet accompagnement, bah, c'est une entreprise où on a plusieurs coachs qui sont spécialisés dans la méthodologie que je propose, où on arrive à aider beaucoup de gens, genre beaucoup plus de gens que ce que j'arrive à aider aujourd'hui. Avec aussi une machine de contenu, on propose énormément de choses gratuitement, parce que moi, mon accompagnement représente un certain coût, mais la manière dont je compense ça, c'est que je donne énormément de choses gratuites. Pour moi, c'est un petit peu la manière dont j'équilibre les choses, et je trouve que ça fonctionne bien, pour que tu aies des clés pour avancer de ton côté aussi, sans forcément avoir à mettre la main au portefeuille, et de pouvoir faire ça à l'échelle, et moi me focaliser sur ce que j'aime faire, et moi ce que j'aime faire. Enfin voilà, plus le temps passe, plus j'essaye de me dire, ok, qu'est-ce que c'est le truc que j'aime faire. Et moi, le truc que j'aime faire, ben, c'est par exemple ça aujourd'hui. C'est raconter des trucs, raconter mon retour d'expérience, essayer d'inspirer comme je peux ben, des gens à se dire, ben, on peut faire des choses, apprendre des trucs. Et j'ai des tonnes d'idées pour la suite de contenu, de choses dont j'aimerais parler, de la philosophie, de la psychologie, enfin vraiment Ouais. des trucs qui me passionnent profondément et j'ai pas encore l'occasion d'aller Mm. aussi loin que j'aimerais dessus. Euh, et je pense qu'il y a ouais, il y a des belles choses à faire et Mm. je sais que ça marchera. Il n'y a aucun doute. C'est juste que là, bah, voilà, on est sur le chemin et Mm. j'essaie aussi d'apprendre à apprécier le chemin. Même s'il se met à pleuvoir, je vais pas faire demi-tour. Je vais me dire qu'en fait, au sommet, il y aura une belle vue et ça va être Ouais. sympa, même si par la suite, bah ok, bah il y aura en fait un autre sommet, puis un autre sommet, puis un autre sommet, mais on en revient à Camus Mm. et le Ouais. mythe de Sisyphe, là, du type qui remonte sa pierre et qu'elle redescend et qu'elle remonte et qu'elle redescend. Mais lui, il dit, il faut imaginer Sisyphe heureux en fait. C'est pas grave, on remonte notre pierre et en fait la pierre en plus elle redescend même pas, elle redescend dans un truc après où il y a une montagne encore plus haute et en fait Mm. c'est même pas un retour à zéro, c'est jamais un retour à zéro. Mais On a toujours appris des trucs. moi, je trouve que l'entrepreneuriat, quand on se sent bien dedans, il nous apprend beaucoup sur nous. Moi, ça m'a fait creuser même sur Hmm. mon état d'esprit, quoi. Parce que des fois, quand tu parles avec des gens et que je vois l'état d'esprit qu'ils ont, mais je me dis, ils sont enfermés là. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Ils sont enfermés dans un truc et ça, j'ai l'impression que c'est très personnel et que c'est propre à chacun, mais qu'on va quand même, c'est quelque chose qu'on provoque, qu'on déclenche parce qu'on a envie d'évoluer, tu vois. Et Hmm. en tout cas, l'entrepreneuriat, vu que tu es face à bah, limite ex nihilo, tu pars de rien pour créer quelque chose, tu crées quelque chose qui est venu de rien, mais t'as beaucoup de décisions à faire, t'as des gens qui comptent sur toi, parce que nous on travaille avec l'humain, mais même si on vendait un produit, il y a des gens qui commandent ton produit. Enfin, Hmm. t'as des décisions stratégiques à prendre. T'as des décisions aussi qui sont liées à l'équilibre de ta famille. Donc, en fait, ça t'apprend à creuser, à savoir réellement ce que tu veux, où tu veux aller. Et puis aussi, moi maintenant, j'aime plus trop tourner autour du pot. Tu sais, j'aime bien les bonnes discussions. Enfin, tu vois, vraiment, le but à la fin, c'est de prendre une décision et pour Hmm. actionner quelque chose, tu vois, le blabla pour dire du blabla, j'ai changé toute ma perception au temps. Et d'ailleurs, vu que toi, tu es dans l'organisation, dans la planification, enfin, t'aides comme ça les entrepreneurs dans ton programme, c'est quoi ta relation au temps? Comment tu vois le- comment tu traites ton temps en fait? Hmm. Ben, avant de parler de ça, je rebondis juste sur ce que tu as dit sur le fait que l'entrepreneuriat, il nous met vraiment face à nous-mêmes et nos limites.
Et en fait, tu as très bien dit la raison qu'il y a derrière ça, c'est qu'on doit prendre des décisions. En fait, notre job, c'est prendre des décisions. Notre outil de travail, c'est prendre des décisions. Et notre capacité à prendre des décisions, c'est ce qu'il y a là, enfin ce qu'il y a là et ce qu'il y a là éventuellement. Mais la décision, c'est l'interface entre le rationnel, le logique, l'analytique et ce qui est émotionnel en lien avec nos besoins, etc. Et c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'actionne sur la base de ce que ces deux dimensions-là me donnent. Et si du coup on a une mauvaise gestion des émotions ou qu'on a une logique qui est biaisée pour X ou Y raison, et ben en fait ça va nous poser des problèmes réels. C'est-à-dire que ça va pas marcher Mm. pour plein de raisons, mais en fait on va juste avoir le sentiment que ça marche pas, mais ok, pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est des circonstances extérieures ou est-ce que c'est un truc en nous? Et on revient par exemple sur un exemple qui est assez typique du rapport à l'argent par exemple. Parfois il y a des gens qui réussissent pas entre guillemets, enfin en tout cas qui arrivent pas à vivre de leur activité aussi bien qu'ils l'aimeraient, juste parce que leur rapport à l'argent est problématique. C'est-à-dire que par exemple, ils ont peur de réussir, ou ils ont peur juste peur de gagner de l'argent, en disant Ouais. waouh, j'ai. Ça, la peur de la réussite, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, mais je pense plus que c'est de Mhm. l'ego et c'est des gens Mais tu vois, je te donne un exemple par rapport à ça, moi que j'ai remarqué, c'est par exemple là où les gens habitent. Moi, je vois les gens que je rencontre, en fonction de là où ils habitent, s'ils habitent dans une grande ville ou s'ils habitent à la campagne, et ben c'est beaucoup plus difficile quand tu habites à la campagne d'être dans un état d'esprit où tu lances ton truc et tu vas réussir que si tu habites dans une grande ville. Parce que quand tu es dans une grande ville, il y a de la concurrence, il y a de l'émulation, il y a un truc qui tire vers le haut, alors que quand tu es à la campagne, tu es dans un petit écosystème qui va pas forcément te pousser à te dépasser. Alors c'est très schématique ce que je dis, mais il y a quand même une relation à ça que je remarque. C'est que si tu es dans un endroit où globalement tu peux te contenter de peu, ben tu vas pas avoir envie de réussir parce que tu vas te sentir très vite supérieur aux autres et les autres vont te le faire sentir et ça va être difficile de naviguer là-dedans. Idem en fonction de ton histoire personnelle. Par exemple, quelqu'un qui a deux parents professeurs, ça va être très compliqué pour lui de lancer un programme d'accompagnement et gagner de l'argent avec ça parce que ça va lui paraître genre bizarre de devoir aller chercher de l'argent contre de l'éducation sur des sujets. Et c'est des trucs qui peuvent se démêler assez facilement, mais qui, quand on n'en a pas conscience, Mm, peuvent vraiment mettre des bâtons dans les roues en croyant qu'on a besoin de X ou Y chose, alors qu'en fait, c'est juste ça qui va débloquer exactement. le reste, tu vois. Mm. Non, le rapport à l'argent, c'est hyper intéressant comme sujet. Les gens, comment ils perçoivent l'argent, qu'est-ce qu'ils veulent en faire et comment ils voient les gens qui gagnent de l'argent. Mm, Euh, et, euh, et je suis très reconnaissante d'avoir jamais vu le riche comme le méchant, tu vois. mm, Tu vois ce que je veux dire? Dans mon éducation, tu sais, genre, toujours être inspiré des gens qui réussissent pour justement te créer des déclics. Mais c'est hyper intéressant et mm. puis c'est une grosse part émotionnelle, Ouais. l'argent. Donc, Ça, je pense qu'on peut en faire un épisode à ouais, part entière pour le coup sur alors ce sujet vraiment, parce où. que ça c'est super Mm, intéressant, c'est que mm, tu le vois dans le TDAH, t'es triste, tu fais de l'achat impulsif, t'es content, mm, t'invites tout le monde au resto. Enfin, mm, tu vois ce que je veux dire? Et t'es même pas dans la gestion, t'es juste dans les émotions. Et une fois que t'as compris ça, ben, t'es tellement détaché, ça fait tellement du bien. T'investis mm. mieux ton argent. Et puis si tu vois de l'argent sur ton compte, tu sais qu'il est pas forcément, il doit pas forcément être dépensé, Dépensé. quoi. Enfin, voilà. Mm, Et mm, ça t'ouvre plein de portes de qu'est-ce que tu peux faire de cet argent, comment... Parce que moi, je suis passée du tout au tout, hein, vraiment, avec l'argent. mm. Donc, enfin, Pareil. du truc où j'étais, mais un panier percé, à aujourd'hui, c'est pas que j'ai plus d'émotion. J'aime gagner de l'argent, j'aime pas en perdre, mais je suis détachée quand même émotionnellement parce que je vois l'argent comme le fruit de mon travail et la mise en place de ma vision future, Mm. tu vois, Ouais, puis c'est un outil en fait. De le voir comme un Exactement, c'est outil qui que, a pas de valeur forcément en soi en fait. ben oui, il te permet dans ce monde d'avoir accès à certaines choses, mais et tu vois, de même pas vouloir le montrer ou, tu vois, ces choses-là, Mm, euh, c'est pas intéressant pour moi. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça mm, et en tout mm, cas, une partie de la vision que j'ai de l'argent, c'est qu'elle va me permettre, qui va permettre de valider
enfin, d'avancer vers la vision que j'ai pour ma vie dans mon futur ou même pour mes enfants, tout Mm, ça. Donc ouais, l'argent c'est tellement déjà c'est mm. important et puis le rapport à l'argent, il faut qu'il soit déconstruit un peu et que les gens le comprennent. Ouais, et ça Mm. change tout. Bah surtout quand on veut travailler à son compte en fait, parce que l'argent, c'est on doit aller le chercher, il n'est pas sûr à la fin du mois, et en fait ça fait partie des enjeux auxquels faut se confronter. Alors tout le monde n'a pas envie de devenir Bill Gates, et je pense même pas que ce soit souhaitable, ou Elon Musk. Maintenant Bill Gates c'est old school, mais ouais, en tout cas ça fait partie des sujets, et en fait ça fait un bon lien avec la question que tu m'as posée tout à l'heure sur le temps. Quel est mon Ouais. rapport au temps, Ouais. comment je l'alloue, et je pense que c'est une question de, tu vois, décider. Comme je disais, notre outil de travail, c'est décider. Et décider, c'est fondamentalement comment est-ce que j'alloue des ressources. Comment est-ce que je prends des ressources et je les alloue d'une certaine manière. Et les ressources qu'on a à disposition, il n'y en a pas 500 000. C'est du temps, de l'argent, j'en vois L'énergie. même pas d'autres. Ouais, de l'énergie, et encore, temps et énergie, et justement, moi je le confonds un petit peu parce que c'est la manière de gérer le temps, c'est de la manière de gérer de l'énergie en fait. Mm. Et moi, la manière dont je le gère aujourd'hui, ben, c'est comment je gère mon temps de manière optimale. Mais optimale, c'est ça le mot clé. C'est optimal. Pourquoi? Tu optimises pourquoi? Tu as des gens qui sont entrepreneurs par exemple, qui optimisent leur temps, qui optimisent leurs ressources pour gagner de l'argent. Mm. C'est vraiment la variable qu'ils ajustent. Et c'est totalement ok. Je veux dire, moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Et donc, du coup, tu vas faire en sorte que ton temps, il va te rapporter le plus d'argent possible, et que ton argent, il va être investi d'une manière qui te rapporte le plus d'argent possible. C'est une première manière d'allouer tes ressources de façon optimale. Une deuxième façon de faire, c'est d'avoir la paix, vraiment qu'on te foute la paix. Donc tu vas allouer ton temps pour pouvoir gagner le minimum d'argent qu'il te faut pour considérer que tous tes besoins sont remplis. Et derrière, tu vas utiliser derrière ton temps libre pour faire des trucs qui t'intéressent, que ce soit de la création artistique, que ce soit rencontrer des gens, que ce soit aider, peu importe. Mm. Moi aujourd'hui, la manière dont j'alloue mes ressources, c'est quand même... Moi aujourd'hui, je pense que ma première année avec cette entreprise là que j'ai aujourd'hui, donc l'année dernière 2024, c'était vraiment beaucoup d'exploration. J'ai quand même optimisé beaucoup les choses pour le plaisir quand même, dans le sens où je faisais en sorte que ça tourne, mais je me prenais pas trop la tête. Là, cette année, je suis beaucoup plus rationnel, entre guillemets. Je suis beaucoup plus axé sur les chiffres, mais une fois de plus, mon but, c'est pas de faire le maximum de chiffres possible, parce que dans tous les cas, euh, déjà, ça n'existe pas. Genre, en fait, parce que si je veux faire enfin, si une entreprise quelconque veut faire le maximum de chiffres possible, tu cherches à arnaquer les gens, en fait. Mm. Donc, en fait, tu peux pas chercher à optimiser à tout prix pour le profit, parce que tu dois aussi optimiser pour ta survie à long terme, pour ton image, pour la qualité de ce que tu dis. Enfin, je veux dire, tu peux faire un gros braquage à l'instant T en vendant un produit, en faisant du marketing de fou, mais si derrière c'est de la merde, en fait, ça va marcher une fois et t'auras plus rien derrière. Mm. Mm. Donc, Mm. c'est la manière de l'optimiser. C'est oui, là, j'aimerais optimiser quand même l'aspect financier, parce que je sens que ça me limite pour pouvoir investir dans certains projets. Ça me limite aussi en termes de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, j'alloue quand même une grosse partie de mon temps à travailler, et j'ai pas forcément l'impact que je pourrais avoir. Je pense que je pourrais travailler d'une manière plus optimale pour gagner plus et prendre plus de plaisir dans ce que je fais, au moins à 70%, et avoir quand même 30% de trucs qui me donnent moins de plaisir. Et en fait, la manière optimale d'allouer tes ressources, c'est aussi que le optimal, la définition change avec le temps. C'est que là, aujourd'hui, j'ai une façon optimale de le définir vers laquelle je tends, mais en fait, en tendant vers ça, peut-être que ma définition va changer, Mm. et donc ça va aller là, enfin, ou ça va changer de dimension. Enfin, c'est vraiment évolutif, et ça rejoint l'idée de chaos ordre. En fait, c'est oui, j'ai de l'ordre, je sais que j'ai cet objectif là et que je dois faire telle action pour l'atteindre, mais il y a aussi un chaos en me disant bah peut-être que mon objectif il n'est pas pertinent à l'instant T, peut-être qu'il va se modifier avec le temps, peut-être que moi-même je vais changer aussi avec le temps. On apprend aussi à se connaître, on pense qu'on veut des choses, mais en Mm. fait des fois ce qu'on veut c'est pas vraiment ce qu'on veut. Enfin, c'est très compliqué. Alors, est-ce qu'on a envie de se poser ces questions-là? Est-ce qu'on n'a pas envie de se les poser? Ça, c'est un autre débat. Moi, personnellement, je me suis toujours posé des questions, donc je suis dans le process et j'en sortirai pas. Mais après, on peut aussi juste ne pas se soucier de tout ça, mais derrière, le prix à payer, c'est d'avoir moins d'agentivité, c'est d'avoir moins aussi de pouvoir d'action sur les choses. Ouais. Donc,
Moi, je trouve que dans tous les cas, on paye un prix. Donc, moi, j'ai choisi le prix que je voulais payer, mais chacun est prêt aussi à payer quelque chose de différent. Mais dans tous les cas, il n'y a rien de gratuit. Dans Ouais, tous les ça cas, il y c'est aura clair. rien de gratuit. Moi j'aime bien. Je parlais avec une personne l'autre fois qui est proche de moi, qui est dans ma famille et qui, tu sais, c'est ces gens qui, quand tu trouves une solution, ils trouvent un problème. Ah ouais. Et avec le temps, c'est des difficultés. J'ai beaucoup de difficultés à accepter ça, tu vois. Parce qu'en réalité, quand tu as la solution, certes, elle va être inconfortable, mais c'est une bonne solution pour que tu puisses avancer. Et quand tu poses la question, alors déjà la question du temps d'écran, moi je voyais, tu vois, et en fait, le soir, si tu devais écrire tout ce que tu avais fait dans ta journée, est-ce que ce que tu as fait dans ta journée te rapproche de ton idéal de vie et de tes objectifs, quels qu'ils soient en fait, tu vois? Et c'est Mm. comme ça que moi je vois le temps, ça veut dire que si un jour je vais passer toute ma journée à trier, ranger chez moi et tout, ça va de toute façon me rapprocher de mon objectif global, j'ai envie de dire, parce que je vais être mieux, ça va être plus organisé, moi je vais me sentir mieux, donc c'est pas que forcément, en fait, c'est comme tu disais, tout est lié, tu vois, le chaos, l'ordre, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, en fait, on pourrait trouver un lien entre toutes ces choses, Mm. mais c'est vraiment ne pas se... tu vois, les gens qui scrollent beaucoup, c'est un espèce de braquage de temps parce que c'est le but de l'application, mais derrière ces gens, et tu peux poser la question à toutes ces personnes, sur 99%, voire 100% de ces gens, ils vont te dire que quand ils vont aller se coucher, et là je parle vraiment des gens qui ont un TDAH et qui ont un problème avec la procrastination et la productivité, ces gens vont te dire, quand je vais me coucher et que je me rends compte que j'ai scrollé toute l'après-midi, ou voire toute la journée, que j'ai pas fait grand-chose, qu'il y a 8 heures, 9 heures, 11 heures de temps d'écran, ils sont dégoûtés, tu vois. Parce ils prennent conscience en fait que ce temps il est passé. Et moi je leur dis toujours, il passe, il se rachète pas, il se rattrape pas. Mm. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi c'est Ouais, vraiment ouais. la notion du temps, enfin le temps pour moi en fait, on m'a souvent dit, tu sais, le temps c'est le truc qu'on a le plus important et tout. Je disais oui, mais en fait je comprenais pas parce que Mm. j'avais pas d'objectif, parce que je savais pas trop où j'allais. Donc en réalité, c'était le temps qui passe et en gros vivement que je sorte de ce cauchemar. Ce soir, je vais dormir quoi, parce que mes journées Mm. n'étaient pas celles que je voulais et elles avaient pas de direction en fait. Donc Mm. c'est encore là, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller, quelle est ta vision, et c'est des questions pour beaucoup qui sont encore difficiles à répondre pour un tas de critères, en particulier des fois Mm. l'acceptation juste d'avoir un trouble ou bah, d'être face au fait que en réalité je sais pas ce que je veux faire. Et il y a des gens, tu vois, qui ont un certain âge. Tu vois, moi je vais avoir à 40 ans, il y a des gens qui en ont 40, qui en ont 35, qui en ont 50 et qui ont honte de dire qu'ils ne savent pas en réalité ce qu'ils veulent faire. Tu vois, ça peut être Mm. très complexe euh, Ouais. à ce niveau-là. Mais la notion d'objectif, je trouve elle est assez centrale parce que ça permet d'avoir une direction, même si elle est artificielle, entre guillemets, qu'on sait pas forcément si c'est exactement ça qu'on veut. Au moins, on n'est plus stationnaire et on avance dans une direction et le mouvement permet toujours d'apprendre des choses plus que de rester en surplace. Et le problème du scrolling, c'est que ça fait aller sur place. Alors, moi, je scrolle, hein, bien sûr que je scrolle, mais je pense que c'est une question de dose, en fait. Mm, C'est que je scrolle, je sais que des fois je scrolle émotionnellement, machin, mais ça pose pas de problème, en fait. mm, La dose à laquelle je consomme le scrolling ne me pose pas de problème dans ma vie, j'arrive à avancer. C'est quand on fait trop que ça pose problème, mais c'est comme n'importe quelle substance qu'on consomme. Moi, je suis partisan du fait que peu importe ce qu'on consomme, tant que c'est à des doses modérées et que c'est cadré, c'est pas un souci. Si ça devient compulsif et trop régulier, il faut se poser des questions. Et, euh, et après, parfois, bah, on a besoin d'aide aussi pour définir cet objectif. Alors, on peut rencontrer, voilà, déjà, ça dépend le type de contenu qu'on regarde, parce qu'il y a des contenus qui peuvent être aussi inspirants, qui peuvent nous apprendre des choses. Donc, il y a contenu et contenu. Euh, c'est vrai que, ouais, en fait, c'est ça qui est vicieux, parce qu'on peut faire la même action, être sur son tel, et regarder des trucs qui nous servent absolument à rien, ou des trucs
qui nous servent. Mais je pense que Oui, mais les trucs qui te qu'après, si on est servent, inspiré à avancer, désolée de te couper, mais les trucs qui te servent, vas-y. si tu les mets pas en action, pour moi, ça sert à rien. Moi, je m'intéresse, j'adore la physique quantique. Je pourrais me dire, oui, je regarde des vidéos sur la physique quantique, comment notre âme, en fait, elle a vraiment un lien avec notre esprit, ça a été ça. Mais derrière, je suis pas dans des actions, même si c'est super intéressant, que je serai certainement moins conne demain, que je pourrais avoir des très bonnes discussions avec des gens qui sont intéressés par le sujet. Ça ne m'approche pas de mes objectifs aujourd'hui, les vrais, à savoir travailler, générer des revenus et aller vers Mm. quelque chose de concret. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec cette notion, ça dépend de ce que tu consommes. Il y a des gens Mhm. qui consomment du contenu hyper intéressant tout le temps, mais qui foutent rien. Quand je dis qu'ils foutent rien, c'est Mm. ils sont devenus addicts à l'instruction, j'ai envie de dire, addicts Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. au contenu éducatif parce qu'ils ont Mm. l'impression, ça te donne l'impression que tu fais quelque chose. Tu vois, enfin que Mm. t'es C'est vrai que ça, c'est t'es un pas en train piège. de t'abrutir. Et, Mm, mm. voilà, donc je pense qu'à un moment, il faut faire, comme on disait encore la semaine dernière, faut passer à l'action, faut enlever plein de peurs et faut être hyper réaliste avec soi-même parce que le vrai combat, il est ni avec tes objectifs, ni avec les gens, ni avec les difficultés que tu rencontres, il est avec toi-même sur ta capacité à te dire, Mm, mm. ok là, c'est avec moi que je suis en train de combattre parce que j'ai des difficultés, parce que là j'ai une épreuve de la vie. Euh, Quand on fait tout le tour, à la fin, c'est avec nous qu'on doit combattre. C'est très Ouais. schématisé, réduit et tout. Le sujet pourrait être Mm, plus profond, mm. mais voilà, Non, quoi. mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est la raison d'être, je pense, des métiers qu'on fait, des métiers de l'accompagnement, en Mm. fait. C'est que un accompagnement, il permet d'aider la mise en mouvement, d'aider la mise en action. Et moi, j'aime bien voir le fait, tu vois, l'avant-accompagnement. Quand tu consommes les contenus d'une personne, ben, t'es peut-être dans une posture passive. Mais le jour où tu te dis, ben, je veux faire quelque chose avec cette personne et je veux passer à l'action, eh ben, tu regardes un petit peu ce qu'elle propose, tu regardes les accompagnements qu'elle propose, et le jour où tu dis oui, eh ben, tu passes à l'action, tu payes pour cet accompagnement, et le fait de payer pour l'accompagnement, c'est aussi un geste qui fait que tu t'engages dans une direction, tu y vas, t'es en mode voilà, c'est sérieux, on y va, et ça te met dans une dynamique positive que nous, en tant qu'accompagnateurs, eh ben, on va essayer de maintenir au maximum pour accompagner vers l'objectif. Mm. Et c'est vrai que si on reste que dans de la pensée, que dans du mental et qu'on n'applique rien derrière, on peut passer sa vie à avoir plein d'idées et jamais les mettre en Mm. application. Et ça, c'est la définition de ma vingtaine, en fait. Bah oui. De consommer des trucs intéressants, de rien faire derrière. Mm. Et moi, c'est vraiment, bah, il y a l'aspect entrepreneurial que j'ai découvert, mais même au-delà de ça, j'ai continué de stagner. Et le diagnostic du CDH, de comprendre tout ça, de pouvoir avoir le Mm. traitement aussi pour m'aider, et tout le cadre thérapeutique, médical, etc. Mm. Bah, en fait, ça m'a aidé à débloquer ça. Et aujourd'hui, ben, moi, le but, c'est de me dire, ben, s'il y a des personnes qui étaient dans mon cas avant, ben, go essayer de les aider à Mais c'est plus être ça, dans mais ce bien cas-là, sûr. quoi. C'est quand même assez stylé, quoi, de pouvoir Mm. Mais faire ça, tu je sais, trouve. tout à l'heure, tu parlais de ta difficulté à être vulnérable. Euh, je m'en rends compte aussi parce que des fois, je parle avec des gens et ils me racontent leurs difficultés et en fait, ils me disent, toi, comment t'as fait pour en arriver là où t'es? Parce que bon, bah, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau, il y a rien à dire, je suis bien dans mes baskets aujourd'hui, même si j'ai toujours des... Mais j'ai envie de dire, mais si tu savais d'où je venais, mais vraiment, sincèrement. Et j'ai cette difficulté et cette pudeur surtout, justement, à dévoiler des choses hyper pas agréables et un chemin bien chaotique qui m'a mené à plusieurs réflexions et introspection et diagnostic. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est clair que sur mon compte Instagram, tu vas me dire, cette meuf, c'est une ouf, tu sais, je suis toujours un peu dans l'humour, et les gens, ils s'identifient à ça, donc s'ils écoutent aujourd'hui, j'ai trop envie de leur dire, et si mon mari ou mes enfants pouvaient dire, j'ai galéré, mais franchement, c'était pas joli, quoi. C'était dur et c'était sombre. Et c'est pour ça que c'est bien de créer du contenu comme ça qui va dire aux gens, ok, ils ont l'air sincères sur leur parcours et ce qu'ils nous disent, ça fout la patate, tu Mm. vois. Donc, Ouais. Et on pourra en reparler de toute façon, c'est aussi le but du podcast, mm, c'est d'aider vous qui nous écoutez à faire connaissance avec nous
mais aussi nous de faire connaissance avec l'un l'autre, de creuser des sujets et de voir qu'en fait tout n'est pas rose et Ah que non. on vient tous de quelque part et qu'on peut faire malgré les difficultés, on peut essayer de faire quelque chose de sympa de sa vie. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on essaye Et de promouvoir avec ce podcast et la raison d'être ouais, qu'il a, et quoi. d'ailleurs, si tu avais un mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices, enfin, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à toute cette discussion qui était très très riche? D'ailleurs, on a abordé Mm. tellement de sujets. Ce serait quoi en fait ton message aux gens qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à ton parcours, par rapport aux difficultés que tu as pu rencontrer dans ta vie et l'entrepreneuriat bien évidemment et la santé mentale? Mm. Moi, c'est toujours dur pour moi de trouver des mots de la fin, Hmm, j'avoue, je te parce que comprends. en fait à la fin je reviens toujours au même, c'est de d'oser demander de l'aide en fait. Hmm, C'est d'oser pas rester seul avec les galères qu'on a dans la tête et oser s'adresser à d'autres personnes qui peuvent peut-être nous aider ou nous aiguiller quelque part ou partager une ressource, mais juste un tout petit truc qui peut infléchir la direction. Et moi, par exemple, je suis toujours heureux aujourd'hui de recevoir, tu vois, un message ou un mail de quelqu'un qui a vu un contenu ou qui commente ou qui demande quelque chose et dit, bah, tiens, va jeter un œil à ça, ça peut aider, ou tiens, il y a telle ressource ou il y a tel truc. Donc, je dirais, ouais, demander de l'aide, oser contacter les gens et même nous, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt joignable. Donc hmm, envoyez-nous un petit message, même si ça prend un peu de temps avant d'avoir la réponse. En général, hmm. ça passe sous les yeux et si on répond pas directement, ça nous inspire pour un contenu ou pour quelque chose. Donc dans tous les cas, Mm. voilà, interagissez et restez pas seul parce que je pense que être seul et se sentir incompris profondément, je pense que c'est la pire chose qu'un être humain peut vivre. Donc Ouais, si on l'isolement. peut Ouais, donc je pense que si on peut aider là-dessus, ben, on aura déjà rempli une bonne partie de la mission qu'on s'est fixée avec ce podcast. Ouais, c'est clair. Et alors juste parce que tu disais qu'on était joignable et c'est vrai, si tu pourras mettre mon adresse email dans la description YouTube parce que moi sur les réseaux sociaux j'arrive plus à suivre les messages, Hmm. c'est infernal. Donc je réponds pas Mhm. beaucoup sur les réseaux sociaux et les gens qui ont vraiment envie de me joindre, ils arrivent finalement à me joindre. Donc voilà, Ouais. merci De toute façon, Mika. si vous regardez le podcast, c'est que vous Ouais, êtes des vrais, donc ouais, vous aurez accès à c'est des ça, contenus c'est ça. et des moyens de communication premium. Ouais. Et merci Mika, franchement, j'ai trouvé cette discussion super intéressante. Et puis en fait, Hmm. on a discuté de choses, je pensais pas qu'on allait discuter. Donc merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et j'espère que ce sera utile et que dans cette discussion, il y aura des clics qui se créeront, ou en tout cas des pistes d'introspection et de questionnement pour les gens qui nous ont écoutés. Ah, donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions et même si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez Hmm. qu'on aborde. Le thème du podcast, il est assez large, donc n'ayez pas de crainte à peut-être dire que quelque chose ne rentrerait pas dans le cadre. De toute façon, on arrivera à le faire rentrer dans le cadre avec Mika. Donc merci à tous pour nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Merci Mika. Ciao tout le monde!